S'il vous plaît, mademoiselle, merci. Avec les chips. Santé Mario, ouais. Je crois que tout simplement je l'ai fait voler en éclats et j'ai explosé son jeu. You cannot be serious. Il est espagnol, Rafael Nadal. Hello les légendes, bienvenue pour notre 79e épisode. On se retrouve chaque mardi ou mercredi pour vous faire vivre les coulisses du circuit ATP et WTA à l'aide d'anecdotes, d'histoires croustillantes et de parcours inspirants. Cette semaine, on reçoit Jules Marie, ex-228e joueur mondial, qui se relance sur le circuit 6 ans après. Jules a depuis construit une belle communauté grâce à une chaîne YouTube lancée avec son frère jumeau. Et depuis peu, il a un pari assez fou que j'ai envie de mettre en lumière sur le podcast. Notre invité revient pour nous sur le fonctionnement des CNGT, circuit national des grands tournois français, qu'il a saigné et dominé ces 6 dernières années. Il nous explique son style de jeu, ses forces et ses faiblesses. On revient sur leur association et collaboration professionnelle avec son frère, donc Arthur, la manière dont Jules se filme et documente son quotidien sur le circuit CNGT et ce dont il lui a été nécessaire pour se détacher du regard extérieur et en faire un vrai business. Le joueur français nous explique enfin ce projet dingue de retourner sur le circuit et de cofinancer cette aventure avec sa communauté. Profitez les légendes, vous allez vous régaler. On termine en roue libre avec des anecdotes sympas sur Roger, Djoko et même le nouveau numéro 1 mondial, l'ami Daniil. Jules les a tous les trois côtoyés. Récupère le bonus gratuit de l'épisode. C'est le conseil coaching numéro 1 de Jules pour s'engouffrer sur le point faible de l'adversaire et rentrer progressivement dans sa tête. C'est un précieux conseil stratégique. Reçois-le en t'inscrivant à notre newsletter, qui est le premier lien en description. Et je t'enverrai également le conseil coaching numéro 1 des précédents invités du podcast. C'est cadeau. Ça me fait plaisir, c'est donc juste en dessous en description. Tu as accès à notre 13e masterclass et accroche-toi, c'est du très lourd. Elle est tournée avec Alain Cassaigne, le papa de Julien, passé sur le podcast épisode 18. Une masterclass, c'est quoi ? C'est un cours en ligne avec un expert qui nous transmet tout ce qu'il sait sur un sujet donné. Je propose donc à certains invités du podcast d'intervenir sur ces masterclass en leur posant la question suivante. Où es-tu le plus fort ? Quel sujet maîtrises-tu le mieux ? Nous élaborons ensemble un plan et comme j'ai passé des milliers d'heures à m'entraîner sur un cours de tennis ou à jouer en match, je creuse certains sujets, questionne ou relance l'expert au micro pour être sûr d'avoir bien compris et vous permettre de mettre ces cours en application dès votre prochain entraînement. J'évite au maximum le blabla, les masterclass ne sont pas des épisodes de podcast, c'est un condensé d'expertise sur un sujet donné. Alain est un des premiers joueurs à avoir été négatif en France, il enseigne le tennis depuis plus de 50 ans et a traduit la Bible du mental que vous avez très certainement entendu être cité régulièrement sur le podcast, The Inner Game of Tennis de Timothy Gallwey. Alain a été le traducteur de ce livre best-seller et édité 14 fois, vendu à plus de 2 millions d'exemplaires et victime de son succès épuisé en français, et hélas non réédité. Même notre expert n'a plus d'exemplaires en rab, alors pas de problème, j'ai fait plancher Alain pendant plus d'1 heure et demie sur les clés fondamentales de cet ouvrage référence, pour vous les rendre accessibles sur le cours, sous pression et mieux jouer en match. On a un double avantage, Alain se sert de ces clés dans son coaching, il sait qu'elles marchent en les transmettant dès le plus jeune âge, jusqu'à ses partenaires de match par équipe actuels. Cette masterclass va te permettre d'analyser ce qui se passe dans la tête de tes adversaires. Ça n'est pas une recette miracle, ni une méthode clé en main, on ne dit pas comment faire un coup droit ou un revers. En revanche, tu vas apprendre à être réellement concentré et relâché pour jouer ton meilleur tennis sous pression. On te transmet par ailleurs la méthode ultra efficace pour ne plus rater bêtement, et ce dès l'échauffement. On enchaîne avec un puissant hack mental pour devenir régulier au service. On vous livre une astuce pour réduire au maximum la panique en match. On vous expose la clé pour accéder à l'état de grâce qui se produit 1 ou 2 fois maximum par saison, généralement avec 4 matchs dans les jambes quand on sent la balle comme jamais. Alain analyse pour nous les mécanismes qui se sont mis en place lors de matchs pendant lesquels il a marché sur l'eau et sur son adversaire pour nous permettre d'en faire de même. En prime de ce nouveau cours, tu as pléthore de stratégies de jeu de la part de notre expert qui enseigne donc depuis plus de 50 ans le tennis et qui est passionné comme à la première heure. Pour un aperçu de ce nouveau cours, tu as la bande-annonce qui est dans le 2e lien en description de l'épisode, ainsi que toutes les infos sur nos masterclass. Allez, c'est parti pour notre 79e épisode avec Jules Marie. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Salut mon breaker. Salut la légende. C'est bon ça. Alors Jules, t'es né le 9 septembre 91. Tu mesures 1,85, droitier, revers à 2 mains. Tu dis dans une interview pour Ouest France rêver du circuit ATP depuis tes 5 ans et avoir travaillé tous les jours pour en faire une réalité. Tu as été 228e à l'ATP à ton meilleur pour le moment en 2015. Oui, mais
même en étant dans les 30 meilleurs joueurs français, tu perdais 30 000 euros par an, Ouais. même en te logeant dans des petits hôtels et même en emmenant ta plaque de cuisson pour économiser sur la nourriture. Tu prends donc la décision d'arrêter la mascarade. Tu t'es consacré au tournoi CNGT, Circuit national des grands tournois en France, sur lequel tu carburais plutôt bien. Est-ce qu'il y a un classement? Est-ce que tu sais combien tu étais par rapport aux meilleurs en CNGT? Bon, en fait, j'ai gagné le circuit français, le circuit CNGT. Sur 6 ans, j'ai gagné 5 fois. Propre. Ouais. En décembre 2021, tu bats 2 anciens top 10 à l'Open de Caen, Pouille et Goffin, et c'est décidé. 6 ans après, tu te relances sur le circuit. Ton objectif à court terme est de te rapprocher du top 500 mondial, à moyen terme, de disputer les qualifications de Roland-Garros en 2023. Je te cite. Tu dis qu'à 30 ans, on n'est pas vieux dans le tennis, on est dans la force de l'âge. Tu dis, je suis bien plus mature aujourd'hui que je l'étais en 2015. Le niveau et l'envie sont là. Tu as un projet assez cool, un peu à la Netflix, de documenter ton retour sur le circuit en mode inside, en t'attachant les services d'un vidéaste. Avec ton frère jumeau Arthur, vous chiffrez à 200 000 euros le budget annuel, incluant les déplacements, l'hôtellerie, le fameux vidéaste, un coach, les repas et même les cordages. Donc avec Arthur, vous avez mis en place une cagnotte de financement participatif pour récolter des fonds. Vous êtes d'ailleurs bien parti en ayant récolté plus de 20 000 euros en quelques jours. Solide, les gars. Vous avez une belle communauté créée sur YouTube avec des vidéos qui cartonnent en mode vlog sur le circuit CNGT. Tu dis aussi sur West France, en 2015, j'étais pas encore assez mature pour me frotter aux meilleurs joueurs du monde. Aujourd'hui, à 30 ans, tu sens que tu es capable physiquement, techniquement et mentalement d'affronter n'importe qui. Alors Jules, pour commencer, c'est une question compliquée que je te pose. Vas-y. Si on pariait tes bras, tes jambes, tes parents, ton frère jumeau Arthur, sur ton objectif de te qualifier en Grand Chelem en prenant en compte que tu ne te blesseras pas d'ici là, c'est osé mais tu sembles y croire, est-ce que tu prendrais le pari? Alors, me qualifier en Grand Chelem. Participer au qualif d'un Grand Chelem ou me qualifier dans le tableau final d'un Grand Chelem? L'objectif, c'est le tableau final. Non, l'objectif, c'est de faire les qualifs d'un Grand Chelem. Ah, ok, très bien, tu fais bien de préciser. Alors, voilà. parions sur… ça me paraît… Du coup, t'es un peu muselé là. Ça me paraît presque trop facile. Mais bon, allez, on va rester. Non, c'est pas trop facile du tout. Mais allez, on va rester sur les qualifs d'un Grand Chelem. Est-ce que tu prendrais le pari? Ouais, je prends le pari, ouais. Moi, je prends le pari. J'ai déjà fait en 2015 quand j'étais, tu l'as dit, pas assez mature, pas encore assez mature. Et là, je suis meilleur, je suis plus fort. Donc, comme tu l'as dit aussi, à 30 ans, je pense que c'est la force de l'âge dans le tennis maintenant, dans le tennis moderne, et que j'ai devant moi encore 5-6 ans, quoi. Donc, étant meilleur, plus expérimenté, mieux dans ma tête, mentalement plus fort, je prends le pari de me qualifier, de me qualifier dans les qualifs d'un Grand Chelem. Je peux dire qu'ils vont se serrer les fesses, la famille, d'ici là. Mon gars, tu t'es engagé là. Il croit en moi. Ah, ben parfait, génial. Pour reprendre la jeunesse du projet, après ça, j'ai 12 000 questions sur cette belle aventure que tu vis avec ton frère depuis quelques temps. Mais déjà, est-ce que tu peux nous recontextualiser comment tu as découvert le tennis et ce que tu as ressenti la première fois que tu as joué? Donc, à 8 ans, c'est ça, hein? Allez, on y va, c'est peu importe l'âge, ouais. Ok. Alors déjà, moi, personne ne faisait du tennis dans ma famille. Donc c'était que mon meilleur pote en primaire. Donc c'est pour ça que j'ai commencé le tennis. Et puis j'ai tout de suite kiffé le jeu de raquette, l'aspect tactique avec l'adversaire, le petit challenge qu'on avait, trouver des solutions, etc. Et c'est vrai que j'allais jouer tous les jours. Et ça, c'était à 8 ans, parce que j'ai lu que tu avais commencé à 5 ans. Non, pas du tout. Bon, 8 ans, je commençais. Ok, mais West France, ils sont à l'ouest. Voilà. 8 ans. Et puis, alors j'ai commencé avec Arthur. Ce qui est marrant, c'est que lui, au bout d'1 an, il a arrêté. Il a fait de la gym pendant 2 ans. Il a un peu craqué, artiste. Et moi, j'ai continué le tennis. Et en fait, j'ai commencé à être classé. En fait, je prenais tous les ans 2 classements par an. Donc, progression sympa. J'ai jamais stagné, jamais régressé. Et par contre, j'étais pas du tout dans les meilleurs Français de mon âge. J'étais dans les 15, 20, 30 peut-être. Mais voilà, je jouais, je kiffais ça en fait. Ça me faisait plaisir. Et donc, j'ai toujours continué et toujours progressé et pris toujours 2 classements par an. Donc, avant de nous donner l'évolution précise de ton classement, est-ce que tu peux nous dire vraiment ce que tu ressentais, si tu te sentais l'âme compétiteur, si tout de suite tu as eu des rêves ou si c'était juste un hobby?
Non, franchement, juste hobby au début. Juste hobby au début. Je faisais beaucoup de sports. Je faisais du judo, natation, foot, tennis, basket. Alors, Ok. pas les 5 en même temps, mais voilà, des fois sur un an, j'en pouvais en faire 3, quoi. Donc, non, c'était plus un hobby. Et puis, en fait, en sixième, je crois, en sixième, mon père m'a dit, écoute, tu fais un sport et tu le fais à fond. Et je listais le tennis parce que c'était le truc qui m'amusait le plus. D'accord. Et tes parents jouaient ou pas du tout? Non, pas du tout. Non. Et Arthur a lâché et est revenu plus tard, non, c'est pas Il ça? est revenu 2 ans après avoir fait la gym. D'ailleurs, il est toujours pas aussi souple, mais voilà. Et il t'a rattrapé ou tu l'as toujours regardé dans le Non, rétro? ouais, non, j'ai toujours gardé cet écart de 2 ans en fait, hein, Ouais. qui avait, quoi. Ouais. Et du coup, vous mettiez sur la gueule sur le terrain ou ça allait? Et alors moi, le problème, c'est que je suis parti, c'est pas un problème, mais je suis parti en cinquième en sport-études. Donc du coup, on jouait plus ensemble. Lui m'a Ouais. rejoint en troisième une année. Et puis, j'étais mieux classé. Et puis après, au lycée, je suis resté en sport-études avec les meilleurs de la région. Et lui est reparti sur Caen. Donc finalement, on n'a pas beaucoup joué ensemble. On a fait un match une fois officiel. Ouais. Ça m'a fait stresser un petit peu, mais j'ai réussi par gagner, mais c'était pas évident. Combien? Je crois il me semble qu'il avait le break au premier, genre 3-2 break, et j'ai gagné, je crois, 6-4-6, un truc comme ça. Ok. T'étais en sport-études où? J'étais au collège à Granville, Ouais. et puis au lycée à Honfleur. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous faire ta progression classement de non classé Ouais. à 228e joueur mondial? Ouais, alors c'était non classé 15-5, après 2 classements par an. Donc 15-3, 15-1, 5-6, à partir de 5 classements intermédiaires à chaque fois. Donc 5, 4 intermédiaires, 3 au final, 2 intermédiaires, 1, 0 inter, moins 2, moins 4 inter, moins 15. J'ai eu tout le classement. Moins 30. Et puis ensuite, numéro, je crois, 51, numéro 51, numéro 33, numéro 29. Et puis après, voilà. Et au classement ATP, combien de temps t'as mis pour arriver 228? Il me semble que j'ai dû mettre 4 ans. 4 ans, je crois, ouais. Ouais, Ok. parce que j'ai commencé les futurs quand j'avais 20 ans, vraiment à fond. Ouais. Et tu jouais que des tchals sur la fin? Soit à la fin, je jouais que des tchals. Ouais. Enfin, D'accord. ouais, presque que des tchals, ouais, presque. À quel moment, du coup, est venu le temps de te dire allez, je me lance, je veux être professionnel, je veux en faire ma vie? À quel âge? Eh bien, donc je suis sorti du bac en étant moins 15. Donc moi, j'ai fait un bac classique, bac S, pas d'horaire aménagé ni rien, pas au CNAM du tout, tu vois. Donc, je suis sorti moins Ah ouais. 15, donc c'est quand même pas mal avec un bac S. Ah ouais. Et puis, quand j'ai vu les meilleurs de mon âge, donc à l'époque, c'était Aubry, Sternbach, il y avait qui d'autres? Il y avait Herbert, Puget aussi à l'époque, qui était un peu devant moi. Eh bien, eux, on faisait déjà des ITF juniors. Alors, moi, je n'en avais fait aucun, quoi. Donc, ils avaient déjà un classement ITF junior, classement ATP aussi, ils avaient commencé. Moi, j'avais pas encore commencé tout ça. Par contre, j'avais gagné peut-être, en étant moins 15, j'avais gagné peut-être 15 moins 30, quoi. Donc, je suis quand même assez solide moins 30, je jouais solide moins 30. Mais en fait, avec mon coach, on s'était dit, je vais sur les tournois futurs que si je joue moins 30, mes yeux fermés, quoi. Parce qu'on s'était dit, pour gagner un futur, faut jouer moins 30, quoi qu'il arrive. Si j'y vais en ayant un niveau de jeu moins 4, bon, je vais faire premier tour, deuxième tour, je vais perdre de l'argent, ça va durer 1 an, 2 ans, quoi. Donc voilà, donc moins 30, quoi qu'il arrive, et après on part en futur. Et voilà, c'est comme ça que j'ai décidé de me lancer, en fait. Putain, ça paraît tellement ouf. Il faut que j'arrête de dire putain, mais ça paraît tellement ouf, tu sais, quand on a tous nos blocages à notre niveau, tu vois. Complètement, ouais. Et quand tu dis j'étais moins 15, Ouais. t'avais 10 moins 30, Ouais. on a l'impression que tu les enquilles comme des perles, comme si c'était juste normal. C'est là où tu te rends compte Ouais. qu'on Mais en fait, bloque tous à des paliers très, très mais différents les uns des complètement. autres. Et en fait, ce qui est fou, c'est que au lycée, j'étais le plus petit de ma classe, presque. J'étais très D'accord. petit, en fait. Et quand je passais moins 2, je faisais 1m40, quoi. J'étais plus petit de ma génération, presque, avec Takun Wang, je pense, ou Julien Aubry, peut-être. Mais j'étais encore plus petit qu'eux. Et mon coach m'avait dit, bon, négatif, en gros, il m'a dit, c'est pas très grave si cette année ça va être un peu plus dur, c'est pas très grave si t'arrives pas à gagner tout de suite à moins 4, toi, voilà. Et en fait, je crois, troisième tournoi, j'ai gagné à moins 30. Clément Rex à l'époque. Ouais. Et après, j'ai gagné qu'une fois à moins 30 en étant moins 2. Je passais moins 15 vraiment tranquille, inter à moins 4. Et en étant moins 15, ouais, je me suis envoyé 15 moins 30, je pense, dans l'année. Ouais. C'est Ouais. énorme. Ouais, c'était top. T'as joué Constantin Bello ou pas? Il est de ma ligue. Je l'ai joué, ouais. Ouais, il est de mon âge déjà. Ouais. Et Constant est très très bon jeune, champion de France, il me semble. Presque Et 14. ouais. Et donc, ouais, je l'ai joué, ouais.
Je l'ai joué. Alors, en fait, alors moi, tous ces mecs-là, hein, Bello, Aubry, je sais pas s'il y a eu un Puget, mais bon, Takun, Wang, tous ces mecs-là, je prenais 0 et 1 ou 0 et 0 contre eux en championnat de France. Je passais pas un tour ou deux. Je prenais chaque fois 0 et 0. C'était incroyable. J'étais vraiment en dessous des meilleurs, quoi. Et comment t'expliques qu'aujourd'hui, la roue se soit autant inversée? Bah déjà, étant jeune, j'étais petit, donc pas trop de puissance, un peu frêle. À quel moment t'as poussé? Franchement, première terminale. Hyper tard, mais t'as pris des Hyper hormones, tard. t'as fait quoi? Ah, j'ai rien pris. J'ai rien pris, mais ouais, moi, non. En fait, avec Arthur, on est jumeaux. Ouais. Et quand on avait 14 ans, il me mettait une tête et demie. D'accord. Et moi, on pensait que j'avais 12 et lui 18. C'est quand même Wow. fou pour des jumeaux, 6 ans d'écart. Et donc, ouais, j'étais très petit, simplement. J'ai eu une croissance à retardement. Ouais. Tardive, ouais. Et du coup, ouais, t'as explosé. Ce que t'allais me dire, le gap que t'as rattrapé avec ces gars-là, c'est en partie grâce au gabarit? Ouais, je pense gabarit. Et puis, c'est vrai qu'eux, ils ont pris des classements vite, rapidement. Et donc, bah, ils ont joué des adultes et c'était pas forcément évident. Donc, il y en a qui ont peut-être 2-6 une année. Pendant que moi, bah, je prenais toujours des classements, en fait. Et puis, bah, après, ouais, j'ai grandi, j'ai pris un peu de muscle. Je suis pas très musclé, hein, un peu de muscle. Et un peu plus de puissance, plus de confiance, peut-être. Et puis, en fait, moi, j'avais appris beaucoup la technique, le jeu de jambes, ce qui est toujours ma force aujourd'hui, la régularité beaucoup. Et donc, peut-être que finalement, ça a été une force. Voilà. Et ton premier point ATP, est-ce que tu peux nous le raconter? Ce que tu as ressenti? Ouais, en fait, moi, j'avais fait un tournoi à Bagnoles de l'Orne, parce que c'est en Normandie, donc j'avais une invitation, et c'est vrai que je m'étais sorti des qualifs, on m'attend Gleb Sakharov au dernier tour, je me rappelle. Premier tour, je joue Gilles de Souza, et en fait, moi, un point ATP, pour moi, je savais pas du tout ce que ça signifiait, tu vois. Et je gagnais, j'avais perdu le match, j'étais pas trop déçu, en fait. Et en fait, j'avais pas encore conscience de ce qu'était un point ATP. Et le premier point que je prends, c'est en Angleterre, Nottingham, il me semble, sur dur. Voilà, je me qualifie, je crois, et je gagne un mec qui est 700, je crois, et bah, j'étais très content, très content, très fier, quoi. Forcément, son premier point, bah, t'en souviens toute ta vie. Après, j'avais joué Dan Evans, hein, qu'on connaît tous maintenant, et qui m'a battu 6-4, je crois. Mais voilà, premier point ATP, c'est en Angleterre, Nottingham. Énorme. Et donc, pendant 4 ans, tu écumes les futurs. Ouais. Tu finances tes saisons avec les matchs par équipe, entre autres. Un rapide break pour nous filer un immense coup de main. Mets-nous un like dès maintenant si t'es sur YouTube. Ça nous aide considérablement à faire connaître notre travail. 5 étoiles si t'es sur Apple Podcast ou Spotify. Et un avis sympa, ça fait vraiment chaud au cœur. Récupère le bonus gratuit de l'épisode, c'est le conseil stratégique numéro 1 de Jules pour s'engouffrer sur le point faible de l'adversaire et rentrer progressivement dans sa tête. Reçois-le en t'inscrivant à notre newsletter et je t'enverrai également le conseil coaching numéro 1 de nos précédents invités du podcast. C'est donc le premier lien en description. Et si tu veux une version décortiquée et applicable dès ton prochain entraînement, de la Bible du mental de In a Game of Tennis de Timothy Gallwey, tu as accès à notre 13e masterclass avec Alain Cassaigne qui a traduit ce best-seller et s'en sert depuis plus de 50 ans de coaching sur le terrain. C'est un cours ultra complet d'1h30 en 12 parties détaillées, avec en bonus des stratégies de jeu payantes à bosser à l'entraînement et des astuces claires et ludiques que j'ai testées immédiatement. Ma concentration et ma précision ont déjà pris un bon coup de boost. Foncez les yeux fermés, c'est le second lien en description. Allez, on y retourne. Match par équipe, j'ai fait un crédit à la banque. Ouais, parce que les tournois français, je les faisais plus trop. Donc, match par équipe, crédit à la banque. Mes parents m'ont forcément un peu aidé. Et puis voilà. Hein. Et donc, à la fin de l'année, à chaque fin d'année, tu te retrouves à moins 30 000? Ouais, ça coûte très cher. Parce qu'en fait, surtout moi, je restais pas beaucoup en France. Parce que à l'époque, il y avait tous les David Guez, Romain Jouan, tous ces mecs-là, les Millau, en futur en France. Et ces mecs-là qui ont 4-5 ans plus que toi, qui sont déjà bien plus expérimentés, t'as beau bien jouer, tu les joues, bon, tu perds quand même, quoi, au final, quoi. Et donc, je me suis dit, pour choper des points rapidement tout de suite, c'est dur de jouer en France. D'ailleurs, il y a beaucoup de joueurs français qui sont restés en France et qui n'ont pas percé rapidement parce qu'il y avait ces mecs-là, quoi. Et donc, moi, je suis allé en Iran, je suis allé en Sibérie, je suis allé en Turquie souvent, et donc ça coûte très cher. Et c'est pour ça que ça me coûtait cher aussi. D'accord. Mais j'ai pris des points rapidement. Mais ça ne veut pas dire qu'au bout des 4 ans, tu étais à moins 120 000 euros quand même. Ah bah si, parce que la dernière année, j'ai embauché mon coach à plein temps. Et comment tu as fait pour te refaire? Tu as parié, tu as vendu terrain? Alors déjà, j'ai fait une canette participative déjà à l'époque, en 2015. Tu avais réussi à récolter combien?
5 000. En fait, c'était avant d'aller en Australie. Donc, j'allais avec mon coach aussi. Donc, tu vois, ça coûte vraiment une blinde. Genre, je suis pas rentré déjà à l'Open d'Australie, à 2 places près. Et à l'époque, c'était la première édition. Ils remboursaient les billets d'avion à tous les joueurs. Donc, moi, j'étais venu avec mon coach. Donc, du coup, finalement, je suis resté 3 semaines d'hôtel, avion aller-retour et pas de prize money en Australie. Donc, très cher. J'ai récupéré 5 000 euros. Donc, super. Juste, t'avais pas de communauté. Comment t'avais récupéré 5 000 euros? La famille, les potes, les gens qui me connaissaient un petit peu de Caen, le réseau. Et puis, j'ai 2 personnes qui m'ont financé, qui m'ont filé tous les deux 15 000 euros. Donc, 30 000. Personnes que je connaissais pas du tout. Des mécènes? Exactement. Et en fait, via cette cagnotte participative à l'époque, ces 2 personnes m'ont écrit et m'ont filé 30 000 euros. Wow, incroyable, la providence. Exactement, 30 000 euros. Alors, bien sûr, contrepartie, c'est je devais leur filer, je crois, 17% de mes gains. Voilà. Et c'était un contrat sur 3 ans. Sauf qu'en fait, ça, c'était en janvier 2015. Et j'ai arrêté le circuit en juin 2015. D'accord. Donc, contrat de 3 ans rompu en 6 mois. Ça, c'est des entrepreneurs c'est un moyen de défiscaliser, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement, ouais, je pense. Okay. Et donc, contrat rompu en 6 mois au lieu de 3 ans. Moi, j'avais déjà écumé 24 000 euros, je crois. Salaire de mon coach, plus tous ses frais en 6 mois. On est allé au Brésil, on est allé à Chicago, au Gosier en Guadeloupe, en Sibérie, enfin, voilà. Et j'ai arrêté le circuit ATP et après, j'ai dû leur rembourser. Alors, eux, ils ont joué donc 24 000 euros, ils ont joué 6 000 euros. Ils m'ont dit ça, c'est cadeau, pas de souci. Par contre, on veut que tu nous rembourses 24 000 euros, je crois. J'avais dit OK, donc j'ai fait les CNGT. Qui correspondait à quoi, les remboursements? Il m'a filé 30 000. J'avais dépensé, je crois, 26. Et donc, vu qu'il y avait un contrat rompu, ils m'ont dit, les 4 000, on te les fait cadeau et on aimerait que tu nous rembourses les 26 000 qui restaient, quoi. Bon. Voilà. OK. Voilà, donc après, la dure réalité économique du circuit, quoi. Ouais, après, j'ai fait les CNGT et je le remboursais 1 000 euros tous les mois. Donc, ça a duré 25 mois. Oh, putain, ça rigole pas. Mais ouais. J'ai encore dit putain. Est-ce que tu peux nous raconter une galère pas possible que tu as vécue sur le circuit futur à l'autre bout du monde en Sibérie? En Sibérie, oublié ta moumoute, North Face. En Sibérie, alors j'étais en finale d'un futur en Turquie, un 15 000, je crois à 10h le matin. Et j'avais un avion pour la Sibérie, donc pour Moscou d'abord et après la Sibérie, je crois 14-15 heures. Donc, il fallait pas que je tarde trop sur la finale. Et du coup, ça m'a pris un peu la tête, pressé. J'ai perdu le match. Je me douche, hop, je file vite à l'aéroport. J'arrive à Moscou avec 2 heures de retard. Je loupe la correspondance pour aller en Sibérie. Mon coach venait de Paris. Il est arrivé à Moscou aussi. On s'est rejoints. Sauf que vol retardé, du coup, il n'a pas pris non plus le vol. Du coup, il y a un vol par jour en Sibérie. Du coup, on a dû attendre un jour entier pour reprendre le vol pour la Sibérie, qui était à 23 heures, je crois. Et vu qu'on avait un jour de différence, eh bien, on est arrivé en Sibérie, je crois, le mardi. Je jouais mardi à 14 heures, quoi. Donc, je suis arrivé le mardi à 6 du mat, avec un décalage horaire. Et j'ai perdu mon match. Tête de série 2 du tournoi. On a joué sur plastique. Je savais pas du tout, c'est marqué hard courte. On a joué sur une Terraflex. Donc, je suis pas du tout expert. Parce que je suis le moins bon de la Terre sur Terraflex, perdu au premier tour, et puis ensuite, on a dû repartir à Paris, ça m'a coûté 3 000 euros le billet retour à 2, quoi. Wow. Et est-ce que tu as... Solide. Est-ce que ça a été la petite mort intérieure dont on peut parler en prenant la décision d'arrêter le circuit pour te consacrer au CNGT, ou finalement pas tant que ça? Cette histoire-là? Non. Tu sais, quand on parle de retraite de sportif de haut niveau, il y a ce syndrome de petite mort intérieure. Est-ce que tu as ressenti ça en arrêtant le circuit ATP pour te consacrer au CNGT? Non, j'ai pas ressenti ça, non. Non, je me suis dit, tu joues bien, tu as un bon niveau de jeu, faut juste rentabiliser les efforts que tu as fait durant 15 ans, quoi. Okay. Mais je me sentais bien en CNGT, j'étais épanoui, donc non, pas du tout mort. Ouais. Énorme différence de niveau d'emblée, ou qu'est-ce que tu as en CNGT? Ouais. Non, franchement, ça fait très très bien parce que il y avait en fait tous les gars qui faisaient les futurs, les tchals et les grands chelems qui
sont partis faire la CNGT. Moi, en fait, je suis arrivé, il y avait Aubry, qui a été 230 mondial, il y avait Wana, qui a été 80, il y avait Jouan, qui a été 200, qui a joué Rodic, il y avait, après, il y a eu Sidorenko, après, il y a eu Texera, après, il y a eu qui j'ai joué, après, il y a eu Rémi Boutier, enfin, voilà, c'était, non, c'était vraiment très, très dur. Sauf que j'étais motivé, je pense que j'étais le plus motivé, le plus rigoureux, le plus sérieux, et en fait, j'étais assez constant dans mes résultats et je gagnais pas mal de matchs, quoi. Et le circuit CNGT, c'est un tournoi par semaine? Ouais. Ouais. Dans toute la France? Toute la France. Ok. Ouais. Et on a un calendrier de tournoi et t'es logé? logé, repas, on est juste à pied de train. Et minimum garantie ou pas? Ouais, on a des contrats avec Tennis Pro, donc D'accord. l'UNJPT. Voilà, en gros, un petit barème, alors c'est un peu baissé maintenant parce que les clubs ont moins de budget, mais en gros, quand tu es promo, donc quand tu es top 60 français, tu as un contrat de, on va dire, en moyenne 300 euros. Pour quoi qu'il, tu te pointes, c'est dans C'est ta ça, poche. exactement. Ok. Et au vainqueur, c'est 1002, hein, c'est ça? Non, ça dépend. C'est minimum 1000, on va dire, minimum 1000. Ouais. Il y a beaucoup de tournois à 1000 euros le vainqueur. Et il y en a un à 4000 euros le vainqueur, c'est à Pralou. C'est le seul. Sinon, tu en as à 1500 euros le vainqueur, 2000, on a 2-3. Voilà. Mais Là où un futur, c'est 1002 au vainqueur, si je me trompe pas. ouais, à l'époque, en 10 000, c'était 1002, je crois. Ouais. Sauf que tu avais peut-être 800 euros de frais, 1000 euros de frais. Oh la vache, comme ça change la donne. T'as dû tellement souffler d'un coup. Ah bah ouais, le premier tournoi que j'ai gagné, le premier CNT que j'ai gagné, c'était à Belfort, 2 étoiles, 1700 balles. 2 étoiles, c'est-à-dire? En fait, tu as des catégories de CNGT. Une étoile, Ouais. donc c'est 1000 euros la gagne. 2 étoiles, ça doit être entre 1004 et 1008 la gagne. Et 3 étoiles, c'est les plus gros, où il y a le plus grosse dotation, entre, je crois, 2000 et l'infini. 4000, je crois, pour le plus gros euro la gagne. Ouais, Donc, moi, j'avais fait Belfort, 2 étoiles. J'ai battu Alexandre Renard en finale, 1700 balles. Il fallait que je rembourse 1000 aux deux mecs qui m'avaient prêté de l'argent. Donc, j'ai gagné 700 balles, j'étais content. T'as des étrangers qui jouent les CNGT? T'avais quelques Belges qui étaient venus, Julien de Dubaï, t'avais Jonas Mirks. Sinon, non, c'est tout. Non, t'as pas beaucoup d'étrangers. T'as pas des Argentins comme sur les tournois d'été qui Ah, non. J'en ai joué. Mais alors, eux, à l'époque, ils préféraient faire des tournois non CNGT pour être presque sûr de les gagner, presque sûr de se jouer en finale. Parce qu'en fait, à l'époque, quand tu gagnais un tournoi, déjà, tu avais des bonus. Tu avais le bonus du meilleur classé dans le tournoi. Ouais. Donc, si t'es moins 30, il se battait son pote à moins 30, plus bonus moins 30. Il était sûr de te maintenir et voilà. Mais non, en CNGT, le niveau est quand même un peu plus fort que moins 30, donc ils viennent pas. Est-ce que tu aurais une anecdote sympa à partager CNGT? sur les CNGT? Ouais. Ah, c'est une bonne question. Pas vraiment d'anecdote, mais c'est vrai que tu joues énormément de fois les mêmes joueurs. Moi, alors, mes premières années, j'ai joué beaucoup de fois Julien Aubric. J'ai dû le jouer en une année, je crois, 10, 11, 12 fois. Ouais, quand même. Vincent Stouff aussi, on s'était joué, je crois, 9 fois. Rémi Boutier, 11 fois. Donc, en fait, on joue tout le temps les mêmes joueurs. C'est pas une anecdote, mais c'est pour que les gens. Et t'es vanné de retomber sur le même? C'est équilibré au niveau du ratio? Comment ça se passe? Alors non, avec les mecs avec lesquels j'ai plus joué, alors Julien Aubry, non, c'était pas équilibré, je gagnais presque tout le temps. Au début, c'était kiff-kiff, et en fait, à partir du 4e match, on s'est joué encore 20 fois, j'ai T'as gagné pris l'ascendant. tout le temps. Ouais. Vincent aussi, il a dû me gagner 1 ou 2 fois, mais je l'ai gagné peut-être 10 fois. Et après, avec Rémi, c'était plus dur. C'était plus dur. Il y a la saison où il a fait à 100%, là, il a gagné 6 fois, j'ai gagné 5 fois. Et Julien Aubry, typiquement, j'ai déjà joué aussi. C'était quoi la faille? Faille mentale. Je rentrais dans sa tête. D'ailleurs, il faut que je lui dise de regarder ce podcast. Faille mentale, je rentrais un peu dans sa tête, je faisais vraiment 0 faute. Je lâchais rien, il pouvait un peu s'énerver. Et puis, en fait, au fur et à mesure, je le battais. Il y a une fois, il a eu 4 balles de match, j'ai gagné. Une autre fois, il a eu encore 3 balles de match, j'ai gagné. Après, il pouvait plus mentalement. Et tactiquement, tu avais un schéma quand même ou pas? C'était jouer assez haut sur son revers. Déjà, je faisais des kicks sur son revers. Ouais. Revers humain, c'est un peu plus dur en haut là. Ouais. Et puis, je savais que les premiers jeux étaient importants parce qu'il l'agressait beaucoup. Et je savais qu'il pouvait me breaker rapidement, mais si je tenais, je pouvais repasser. Le jeu, c'était vraiment faire 0 faute, tenir.
essayer peut-être de ouvrir le jeu côté coup droit pour s'ouvrir son revers côté un peu plus faible, on va dire, même si c'est pas trop un coup faible, mais voilà. Voilà. Pas évident, tactique, on va dire une tactique précise. C'était plutôt une tactique mentale, on va dire, de régularité, tenir bon. Et je savais qu'à un moment, en fait, il allait sur un jeu un peu faillir, en fait. Ok. Voilà. Et il devient quoi, Julien? Alors là, il a arrêté de jouer en compète. Il donne des cours où il D'accord. est. C'était à Albert, voilà. Ok. Il joue un peu au paddle, je crois. Il a fait un paddle là, avec Julien Serin. Là. Ils ont fait un petit tournoi là, ce week-end. Énorme. Ton coup fort, c'est lequel? Difficile à dire. Toute ma carrière, on m'a demandé quel était mon coup fort. Le jeu de jambes. Ouais, bah ouais. Ouais, c'est ça. Je défends très très bien. Voilà. Et ça vient d'où? Bah, je pense que comme je t'ai dit, quand j'étais jeune, j'étais très petit et donc j'ai développé une qualité de jeu de jambes plus que de puissance. Je faisais beaucoup d'exercices de petits pas, de plots, de courses avec mon père sur piste d'athlétisme parce que mon père est préparateur physique. D'accord. Et donc ça, j'en ai fait pas mal quand même, de coordination, voilà, de rapidité d'exécution de pas, etc. Tu Donc, kiffais Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. non. Bah, si je fais ça, si je fais en faire. La prépa physique. Pas forcément, non. Pas forcément, mais je suis plutôt à l'aise. Et donc, j'ai gardé cette qualité-là, en fait. Donc, ouais, c'est plutôt qualité de défense contreur, je pense. Passing aussi, j'aime beaucoup faire des passings, quoi. Et tu faisais combien d'entraînements semaine avec ton père? De prépa physique? Moi, alors, pas beaucoup, parce que finalement, je suis parti en sport-études. Ouais. Donc, du coup, en semaine, je ne le voyais plus. Donc, peut-être que le week-end, on en faisait une, tu vois, mais ça, c'est quand je te parle ça, c'est quand j'avais même 5, 6, 7 ans, on allait déjà. Hein. Et il t'en faisait chier vraiment? Non, là, c'était plus, c'est pas un truc cardio, parce que tu fais pas de cardio à 5 ans, mais c'était plus l'exercice de coordination, motricité, tu vois, psychomotricité à cet âge-là, avec des plots, voilà. C'est plus ça, rapidité de jeu de jambes, mais il n'y avait pas de cardio, quoi. Donc, non, j'en chiais pas, quoi. Et ta maman faisait quoi? Elle faisait pas de sport, mais elle a fait le tennis là. Elle est 32 là, elle s'y est mis, c'est parti, elle va tout péter. Objectif top 100. top 100, top 100 du département. Allez là, de son impasse. Mais ça, elle a gagné le premier TMC, la coupe dans l'étoile est incroyable. L'autre fois, je vais aux toilettes, je vois la coupe, elle a mis sa coupe de TMC ici, mythique. Et ton coup le plus faible? Mon coup la volée, voilà, catastrophe. Encore aujourd'hui? Il y a des fois, je loupe des trucs à la volée, mais tu te dis, c'est pas possible. Il a zéro compétence à la volée, quoi, ce gars. Et des fois, je suis sur des volées incroyables. Donc, mais il y a une période de ma vie où je montais jamais au filet. J'étais sûr de perdre de points. Sûr. Je partais 2 secondes avant, à gauche ou à droite, pour essayer d'avoir le truc, alors que le mec avait même pas arqué son geste. Du coup, j'ouvrais le cours complètement. Dès que je montais au filet, c'est comme si j'avais des œillères, en fait. Voilà, je me perdais complet. Donc, voler horrible. De mieux en mieux, attention. Mais à l'époque, là, c'était une catastrophe, quoi. En double, mais je jouais vraiment. Je jouais pas négatif, quoi, en double. Je jouais avec un mec qui était -2. Je jouais avec un mec qui était -2 contre 2 mecs 4-6. On ne pouvait pas gagner. C'est pas possible. C'est à cause de moi, le truc. C'était fou. Et le coup que tu as le plus fait évoluer? C'est dur. Peut-être service. Hein. Peut-être service, quand même. Ouais. C'est un des coups avec lequel tu as le plus de points gratuits? Non, justement. Mais je n'en avais tellement pas avant que là, j'en ai un petit peu. Donc, du coup, c'est évolution quand même. Et puis, confiance, etc. Et aussi, j'ai été blessé pendant 4 ans à l'épaule en 2015 quand j'ai arrêté. Du coup, pendant 4 ans, en fait, quand j'ai fait le CNGT, je faisais que du kick. Ah ouais. Et en fait, les mecs que j'ai joués, donc je gagnais beaucoup de matchs, mais en faisant que du kick. C'était incroyable. Du coup, sur le côté avantage, je me mettais presque ligne de couloir pour faire des kicks, pour faire chier les mecs, en fait. Ouais. Et après, ça m'ouvrait complètement le cours, en fait. Et voilà, je me trouvais du coup des petites situations tactiques intéressantes, je créais un peu plus de jeu, etc., quoi. Et quand ça allait mieux, j'ai commencé à envoyer un petit peu. Et alors oui, sur un service, je peux servir à 200, mais en moyenne, je pense que je sers à 160, 165, 170. Qu'est-ce qui t'a permis de venir à bout de cette blessure à l'épaule? Parce que 4 ans, c'est énorme, 4 ans de kick. Ouais, c'est énorme. C'est quoi, la tronche à un moment donné? Non, j'ai fait de la kiné, j'ai fait 2 infiltrations, ça n'a pas forcément fonctionné. Et puis c'est vrai que je jouais le week-end, en semaine, je reposais l'épaule, je jouais pas beaucoup. Et donc peut-être qu'avec du repos, etc., mais ça a pris beaucoup de temps. Ouais. Ok. Tu sens que tu as continué à beaucoup progresser grâce au CNGT?
Ouais. Bah ouais, en fait, j'ai acquis vraiment beaucoup de confiance. Il y a eu des gros tournois français hors CNGT, comme à Rouen ou à Caen, où vraiment j'ai pu me frotter à des joueurs comme enfin, top 100, en fait, top 50, top 30 même. Et en fait, je me suis frotté à ces joueurs-là. J'avais 70 victoires, 15 défaites. Et en fait, voilà, j'y allais un peu comme ça pour voir. Et je crois que le premier que j'ai joué, c'était peut-être Pablo Andújar à l'Open de Caen, 50 mondial. Mm. Et en fait, moi, 50 mondial, t'en as jamais joué, tu te dis, bon, bah, ça va être compliqué, quoi. Et en fait, tu perds premier 7-6. Et tu te dis, bah, en fait, c'est pas, enfin, ça t'a porté, quoi. Tu gagnes deuxième 6-4, après, t'es mort physiquement, tu prends 6-1. Mm. Et en fait, ce mec-là, tu le rejoins un an après, donc à Rouen, et en fait, tu le bats en 2-7, quoi. Pareil Énorme. contre Robredo, à Caen, je perds 6-4, 6-3, je me dis, mais merde, franchement, aujourd'hui, je pense que j'aurais pu gagner. En fait, tu le rejoues pareil, je l'ai rejoué à Rouen un an après, j'ai gagné 6-4, 6-3. Trop bien. Et c'est en faisant ces matchs-là, en me rendant compte de trucs, bah, en fait, si, enfin, je peux gagner ces mecs, arrête de, chaque fois, de donner un match pour voir ce que tu peux faire, quoi. Et ça, tu dis que c'est grâce à la confiance, du coup, c'est grâce au niveau du CNGT qui était plus à ta portée? Ouais, en fait, j'ai continué de progresser en CNGT. Parce qu'en CNGT, mine de rien, physiquement, c'est dur parce qu'on fait 2 matchs par jour. Ouais. C'est sur 2 jours, donc tu peux faire 4 matchs en 2 jours. Ah, tu te fais Donc une physiquement, sacrée tu caisse. progresses. Ah ouais, Ouais. physiquement, tu progresses. Tu fais énormément de matchs. Moi, tous les ans, je fais 115 matchs. Wow. Ouais, donc je fais un match tous les 3 jours, c'est énorme. Et puis, mine de rien, tu bats des bons mecs. Hein, et donc voilà. Et t'as le temps de faire du foncier à côté de ça? Alors, depuis que j'ai passé quand j'ai commencé à la CNGT, ouais, je m'entraînais au CNE. Après, ils ont fait un petit règlement où les mecs, je crois, qui étaient top 500 ATP, enfin, hors la 500e place ATP, pouvaient plus aller au CNE s'entraîner ni physique ni tennis. Donc, du coup, je pouvais plus. Et en fait, j'ai passé mon DE il y a 3 ans. Et l'année du DE, un peu compliquée pour s'entraîner parce qu'il y avait des cours à donner. Le week-end, j'étais en tournoi. Donc, du coup, je m'entraînais plus. Ouais. Je m'entraînais plus du tout, en fait. Plus de tennis, plus de physique, plus de muscu, plus de renforcement, plus de footing, rien du tout. Et du coup, depuis FIFA, 3 ans, bière et kebab. non, surtout pas. Ça, surtout pas. Mais non, mais du coup, depuis 3 ans, c'est vrai que j'ai gardé ce rythme-là, en fait. D'accord. Où Match. je m'entraîne, je fais que des matchs, en fait. Je fais que des matchs. Mais est-ce que pour juste que le joueur de club puisse se projeter à son niveau, euh, est-ce que ça voudrait dire que pour prendre de la confiance, il faudrait faire des tournois limités à son classement, par exemple, pour, tu vois, accumuler 15-20 victoires? Admettons, tu es à 15-2, tu fais que des tournois. Je ne sais pas s'il existe des tournois limités à 15-2, je ne suis même pas sûr. Je crois que ça existe à 15-1. Ça ne doit pas courir les rues. Tu vois, accumuler 10, 15, 20 victoires. Non, moi, je Et par pense ailleurs, pas. jouer à 5 et se dire, finalement, je fais 7-6, 7-6 à 5 parce que j'ai de la confiance et aller taper des 5 le tournoi Open d'après, quoi. Non? Moi, je pense pas parce qu'il faut jouer des mecs. Alors, c'est vrai que le classement, des fois, ça fait une petite barrière psychologique, quoi, le classement. Ça, c'est horrible. Parce que pareil, toi, Andújar, tu le mets devant moi, je sais pas que c'est Andújar, je sais pas qui est 50e mondial. Parce que je gagne la première fois, en fait. Et donc, en fait, il faudrait, je pense que surtout les jeunes qui vont regarder le podcast, arrête un petit peu de regarder les classements. Il faut juste se dire que le mec en face, il a 2 bras, 2 jambes, un cerveau. Il faut être plus intelligent que lui, tu vois. Et je pense je pense qu'il faut jouer des mecs sur le tableau. De toute façon, quand tu passes un tour, tu sais que le deuxième tour, c'est un mec qui est plus fort, forcément mieux classé, donc tu le sais. Mais faut arrêter de se dire que le mec, il a un classement de plus, 2 classements de plus, et que ça va être plus dur. Sur un jour lambda, tu peux battre un mec, un 15-1 peut battre un 4-6, quoi. Faut être prêt au combat, faut être sacrément prêt, quoi. Un 15-1 peut gagner à 4-6. On l'a déjà vu des milliers de fois, je pense. Et, on l'a déjà vu. On l'a déjà vu, mais pour le 4, ça fait mal au cul. Ah oui, perdre à 15 ans. C'est certain. C'est certain. Mais tu vois, moi, en étant, je crois, numéro 33 français un jour, avec plein de confiance, j'ai gagné plein de matchs. J'avais battu déjà Andújar, Robredo et tout. Et ben une fois, je vais en tournoi et je perds à -2. Ah, mais le mec est sorti une partie énorme, non? Ça m'est arrivé une fois en 6 ans, mais le -2, il y croyait à ce moment-là. Tu vois, j'ai pas très bien joué, mais tu vois, là, le jour J, je joue pas très bien. Le mec, il croit, il a gagné le match. Yes. Et il y a trop, et je pense que je joue sans -2 demain. Il y a que celui-là qui me bat parce que les autres n'y croient pas. Et finalement, tu te dis, c'est quand même quasi que mental, quoi. Bel exemple, ça, on aime.
On aime. On valide. Allez. À quel moment surgit le projet avec ton frère, l'association pour la chaîne YouTube qui s'appelait The Court jusqu'à il n'y a pas longtemps Ouais. et qui s'appelle maintenant Jules Marie? Ouais. En fait, confinement 1, on donnait des cours sur Paris avec Arthur. Confinement 1, plus personne ne peut jouer au tennis. Arthur s'est dit, ça a été vraiment le moteur du projet, il s'est dit comment on peut continuer de donner des cours, des leçons, des conseils aux joueurs qui vont plus jouer au tennis. Eh bien, en ligne. Donc, on s'est dit, on va donner des conseils à des joueurs en ligne. Donc, il s'est dit, challenge, une vidéo par jour pendant 30 jours sur YouTube, où lui donne des conseils. Au début, c'était lui. Et puis, au fur et à mesure, le confinement 1 s'est arrêté. Je suis allé le voir à Paris. On a fait tous les deux des petites vidéos. Et puis, au fur et à mesure, moi, les tournois ont repris. Et en fait, c'est lui qui s'est dit, en fait, on a du contenu facile. En fait, il faut juste que tu te filmes en tournoi de tennis, simplement. Alors, juste petite pause. Ouais. Quand tu donnais des cours sur Paris, tu alternais entre CNGT et tu donnais des heures de cours, c'est ça? Ouais, le week-end, j'étais en CNGT. D'accord. La semaine, j'avais un contrat à Montrouge, au CAM, où je donnais 12 heures. Ok. Et puis, quand j'avais des fois 5 heures de disponible, par exemple, je donnais des cours sur Paris. Voilà. Ok. En Ça, Indy, avec ouais. The Court. D'accord. Et j'avais une autre question. Ça veut dire qu'en CNGT, tu rentres en 8e ou quart à chaque fois? Ouais, 8e ou quart à chaque fois. Arthur n'avait pas commencé les formations en ligne avant le premier confinement? Il m'a semblé. Non? C'est possible. Ouais. C'est possible. Bon, enfin bref, ça a vraiment vu le jour après, quoi. Ouais, complètement. D'accord, donc là, il te soumet l'idée, on a du contenu facile à créer. Ouais, exactement. Comment tu reçois le truc et qu'est-ce que… Au début, je me dis, écoute, ouais, je vais faire ça. Ça va demander un peu de logistique parce qu'il va falloir penser à se prendre en caméra tout le temps pour dire ce que tu fais, dire ce que tu manges, dire ce que tu fais entre deux matchs, dire ce que tu fais avant de te coucher pour récupérer. Il va falloir le Thibaut InShape du circuit CNGT. Le Thibaut InShape. Et donc voilà. Donc, premier vlog, je crois que c'était à Amiens, je crois. Non, et donc toi, d'emblée, tu dis feu, on y va. Ça te fait pas chier? Non, ça me fait pas chier, non. Incroyable, parce que ouais. tu peux être un peu dans ta routine et tout, et pas avoir envie. Mais avec ça, c'est quand même ouvert d'esprit d'accepter, quoi. Ouais, mais je crois que la chaîne YouTube, alors on n'avait pas beaucoup d'abonnés, mais je crois que c'était assez régulier, ça montait un petit peu. On voulait faire, lui il avait comme projet de faire monter le truc. Moi, je croyais en ce qu'il pensait, et donc je voulais aussi l'aider. Okay. Si ça pouvait l'aider, oui, tu vois. Je vais pas dire, je ne pouvais pas dire non. Et bon, après, si au bout de 2 mois ça me plaît pas, je dis stop. Et voilà, hein, mais voilà, au moins essayer, quoi. Donc tu fais quoi? T'achètes une caméra, c'est ça? Non, j'achète un micro. J'achète un micro filaire, là, mon iPhone. Et au début, en fait, je filme pas les matchs. Je me filme juste comme ça. Je dis qu'ils jouent, les débriefings, etc. Mais en fait, les gens ont été frustrés rapidement parce qu'en fait, ils voyaient pas les points des matchs. Ouais. Et donc, on s'est dit, allez, on va acheter une GoPro. Ok. Donc après, voilà, exactement. Donc après, j'ai installé ma GoPro sur le court. Avec un trépied? Exactement, un trépied que j'accrochais sur les bâches. Donc un petit trépied. Hein. D'accord. Et sauf que là, problème, plus de batterie au bout d'1 heure et quart, la GoPro. Donc là, il a fallu trouver une solution. Donc on a acheté une deuxième GoPro. Ah, pas une deuxième batterie? Non, pas une deuxième batterie parce que le truc, c'est qu'en match, je me voyais pas trop enlever la batterie, la changer, le truc devant l'arbitre, devant le joueur, etc. quoi. Vous avez tout le temps des arbitres en CNGT? Ouais. D'accord. Donc voilà, donc deuxième GoPro. Et juste les premiers joueurs contre lesquels tu as joué avec la caméra, ils s'en foutaient? Ouais, chaque fois je demandais. Okay. Il n'y avait pas de souci. Et puis en fait, au fur et à mesure, ce qui était incroyable, c'est que même à -15, -30, -4, en fait, presque tous les joueurs maintenant me disent t'inquiète, je suis un breaker. Ça, c'est fou, ça. Ouais, c'est fou. Et ils ne disaient pas je veux bien la vidéo, je veux bien voir le match? Si, il y en a qui, après le match, m'ont envoyé des mails pour avoir la vidéo. Et donc, avec la deuxième GoPro, comment tu assurais le relais? J'appuyais juste sur le record. D'accord. Un clic, c'était rapide, c'était réglé. Oh, le mec à la logistique qui est, c'est beau. Mais au début, je faisais ça avec le portable. C'était l'application, tu peux faire ça, et puis il y avait plein de problèmes. Ça ne veut pas se connecter à la GoPro. Et en fait, je me suis dit, je suis bête, je vais faire ça manuellement. Boum, un clic et c'est terminé. Génial. Ouais.
Le gars appuie sur record, il break dans la Voilà. foulée. Putain, Donc, t'es c'est ça. aussi. T'es Et puis, aussi. après, par contre, tu croises tous les joueurs et en fait, les joueurs te croisent et en fait, tu es là avec ton portable, tu te filmes et tout le temps, même en mangeant, tu vois, parce que c'est le truc aussi sympa des vlogs, c'est de voir un joueur qui fait le circuit français et qui joue pas mal, me voir dans la vie de tous les jours avec les joueurs, voir comment on se parle, si on se charrie, enfin, voilà, Ça, plein de trucs, justement, quoi. c'est une vraie question que j'ai, c'est comment tu arrives à assumer ce truc quand tu as des gens autour et à te Mm. détacher du regard des autres. Est-ce que tu as réussi tout de suite ou est-ce que ça a été un travail? Alors, au début, alors, maintenant, tout va bien parce que maintenant, presque tout le monde connaît la chaîne dans le club de tennis, donc ça va. Et les joueurs, enfin, ils aiment bien. Ils aiment bien d'ailleurs passer aussi à la vidéo, je pense. Ouais, Mais au tout début, c'était pas évident, ouais. Au début, un peu pas timide, mais bon, je m'écartais un peu pour prendre une vidéo, pas devant tout le monde. normal. C'était pas évident au début. Sûr. J'avais pas envie que tout le monde dise, oh, il se prend pour une star, lui, il se filme, machin truc. Voilà. C'était pas évident au début, un peu Et à timide quel moment forcément. tu as eu le déclic de je m'en fous, je fais mon truc? Ah, quand j'ai commencé, je rentre dans un club et quand j'ai un papy de 70 ans qui vient me voir, ah mais vous êtes monsieur de Internet, ah j'ai trop progressé avec vous grâce au service. Quand tu as une petite de 7 ans qui vient, ah mais t'es Jules-Marie, je regarde tes vidéos sur YouTube. Et en fait ça, mais maintenant quand je rentre dans un club, c'est 15-20 personnes qui me disent ça et donc là ça devient fou quoi. Et donc en fait plus timide quoi. Du coup je prends les vidéos avec les gens qui me disent ça quoi. Tu veux passer dans une vidéo, tu veux passer dans la vidéo et tout, bah ouais carrément. Allez on fait une vidéo ensemble. Voilà. Même à Creil là en décembre, je rentre dans le club, tu as deux joueurs qui disent ah Jules, on te suit sur YouTube et tout. Ah bah merci les gars, vous faites quoi? On vient de finir un match. Écoutez, je joue dans 20 minutes, ça vous dit de m'échauffer? Ah bah carrément. Ils sont Non, 15-3 et tous les deux, tu vois, je joue avec eux, je prends en vidéo, voilà, c'est trop bien quoi. très bon ça. Ouais. Et est-ce que c'est là où vous avez senti avec Arthur la chaîne YouTube exploser au moment où tu passes le jeu finalement, en plus dans tes vlogs? Ouais, il y a de plus en plus de personnes qui regardaient. Forcément, ça a pris un petit coup de boost. Et puis là où ça passe bien, c'est quand j'ai fait sparring à Roland. Là, il y a eu un gros boost, un gros boom, quoi. Avec Novak? Ouais, avec Novak, ouais, bien sûr, ouais. Puis j'ai fait, je pense, 8 vlogs Ok. et les gens ont adoré, quoi. C'est cette série-là qui a. Ouais, là, on est passé de qui a décollé. 7005, je crois, à 12 ou 13 000 Ouais, en 2 semaines, 2-3 semaines. ouais, Et puis après, l'autre bout, c'était l'Open de Caen, quoi. On est passé de 19 à 25, je crois. putain, génial. Comment est-ce que tu as fait justement pour l'Open de Caen pour avoir les autorisations pour diffuser le jeu? On a demandé simplement à Fansite, Ok, qui s'occupait de filmer les vidéos, de filmer les matchs. merveilleux. Il y a ce truc de euh, tu te filmes et c'est cool parce que ça marche, mais est-ce que tu ressentais un truc différent quand tu perds? Est-ce que ça, tu vois, Ouais, si ouais, tu documentes ton truc et que tu rentres dans une spirale où tu fais que perdre, toi, ce ouais, qui est cool, c'est que tu as un niveau, un fond de jeu ouais, où tu es ouais. là. Et si tu rentres dans une spirale et t'enchaînes les défaites, est-ce que tu penses que tu aurais continué est-ce que tu Alors, as senti un truc pas loin? alors en fait, très bonne question. En fait, j'ai eu trop peur au début. Les premières fois que je me suis filmé, je me suis dit, putain, mais si je gagne plus un match, je vais pas filmer ça, c'est une catastrophe, quoi. Et bon, en fait, non, c'est pas le cas. En fait, c'est vrai que j'ai un fond de jeu assez constant. Je joue bien tout le temps. En fait, j'ai vraiment pas de période où je joue pas bien. Ok, C'est dingue. J'ai beaucoup de chance. ouais. Mais voilà, c'est comme ça. Donc du coup, j'ai tout de suite gagné des matchs intéressants. Qu'est-ce qu'il y a eu comme match? Non, bah voilà, je gagnais des mecs à numéro 40, numéro 30. Du coup, ça te réconforte. Tu dis bon, allez, c'est bon, j'ai gagné un match à numéro 40, c'est pas mal. Ils vont voir ça. Et puis voilà. Et puis, et ouais, donc par contre, j'ai pas, enfin, on n'avait pas lancé la chaîne en décembre 2019 pour l'Open de Caen où j'avais bien joué. Ouais. On s'était dit bon dommage. Et puis en fait, non, en fait après il y a eu l'Open de Caen 2021 et c'était top quoi. Est-ce que du coup, moi, ce que je ressens de l'extérieur, tu me dis si je suis dans le vrai ou pas Vas-y. trop, le fait que ce que tu as créé avec ton frère marche bien, Mm, est-ce que ça t'a créé une sorte de confiance où toi, du coup, on sent que tu es à l'aise quand tu fais tes vlogs, que tu es mm, nature, que tu es mm, spontané, mm, ça sent l'authenticité. mm, Et est-ce que du coup, le fait que ça marche, tu as mm, débloqué un peu mentalement certaines cases qui fait que ça s'est mm. répercuté dans ton jeu enfin, est-ce que Ouais. ça a été un cercle vertueux tout ça? Ah, dans mon jeu, je pense pas, non. Non? Non, je pense pas dans mon jeu. Par contre, Financièrement aussi, je me disais, le fait que leur business, leur activité tourne, est-ce que tu ressentais moins de pression sur le cours, tout ça, ou tout ça est très décorrélé finalement?
Oh non, c'est assez décorrélé, je pense. Alors, je ressens pas trop de pression sur le cours. En Ok. tout cas, depuis 6 ans sur les CNGT. Oh, le mec est Euh, tellement facile. non, c'est pas facile, mais je te dis, tu vois, avant de faire les vlogs, j'avais déjà gagné 3 fois le circuit français ou 4 fois. Ouais. Donc, gagné beaucoup de matchs, beaucoup de confiance. Donc, en fait, non, le fait d'avoir la chaîne ou Arthur et tout ici, non, ça m'a pas, non, c'est décorrélé, ouais. Ok. Mm. La partie montage, comment Au rush tout, et montage, comment tu gères? alors, au tout début, c'était moi qui gérais tout ça, hein. Donc, je mettais ça dans un lien Google Drive, un dossier Google Drive. Et puis, Ouais. je faisais les montages au tout début, là, quand je faisais les UTR, j'en rappelle je sais plus où je suis parti, là, je sais plus où c'était, bref, peu importe. Et, UTR, c'est quoi? c'est le circuit UTR, c'est Universal Tennis Rating. Ok. C'est un nouveau circuit où tu fais, C'était en France. non, c'est à l'étranger, où tu fais 5-6 matchs de D'accord. garantie par semaine. Ça te dit rien, ça? Tu vas voir. Circuit Ouais. UTR, ouais. C'était il y a combien de temps? Mon premier, c'était je pense, en mars 2020. Ok. 2020. Et donc là, tu commences les vlogs, c'est ça? Ouais, en gros, c'est un petit peu avant, mais voilà. Et donc, ouais, je commence à être de plus en plus à l'aise devant la caméra, c'est pas évident. D'ailleurs, là, par exemple, à Cherbourg, donc on a eu le vidéaste qui était avec nous. Et en fait, finalement, j'étais beaucoup moins à l'aise parce qu'il y avait un mec derrière moi qui me filmait. Donc, en fait, j'ai peut-être inconsciemment peur d'un jugement ou je sais pas. Et Ouais. du coup, j'avais pas mon micro dans ma main, pas mon portable dans ma main. Du coup, je savais plus où mettre mes mains. Et du coup, j'étais beaucoup moins à l'aise. Donc là, il va falloir que je progresse là-dessus parce qu'il était tout le D'accord. temps. Et voilà. Mais non, de plus en plus à l'aise, ouais, à la caméra. C'est Arthur qui m'a dit, mais en fait, c'est pas très grave si t'as un blanc, si t'as un bug. Tu fais comme Ouais. si tu parlais à un pote au téléphone. Il y a aucun problème. Si t'as un bug de 3 secondes, voilà. Tu fais le mec vraiment nature. T'es toi-même, quoi. Il y a ce mec qui fait des vlogs sur les sports de combat. Mhm. Et il invite, c'est un format hyper long qui fait 50 minutes. Et mais le gars prend le temps. C'est-à-dire que tu as son invité qui arrive dans sa salle de combat à l'accueil et ils vont parler pendant 5 minutes. Et tu as envie de lui dire, mais mec, moi je suis pas trop sport de combat, c'est juste que j'ai la vidéo Ouais. est trouvée dans le référencement. J'ai envie de lui dire, mais montre-nous quand vous vous mettez sur la gueule. Et en fait, c'est ce que tu viens de dire, il prend le temps. Parfois il y a un blanc, parfois il réfléchit, parfois il Ouais. bafouille. Et en fait, Ouais. bon, après, c'est une chaîne qui a 500 000 abonnés, ça cartonne, tu vois. C'est un grand rasé? Ouais, Ouais, je vois, ouais. ça marche. Un très costaud, là, hein. Ouais, ouais, ça Ah, je marche vois, je fort. Et vois. pareil, tu vois, il assume pleinement le fait que Ouais, parfois, ouais. il y a des approximations. Mais Ouais, du coup, voilà. donc au début, tu faisais le montage et après, vous avez Ouais. changé Et votre. après, on s'est dit, bah, ça prend du temps. Je suis pas du tout expert là-dedans, moi, dans le montage. J'ai appris ça au DE même, tu vois. Donc, et du coup, on a commencé à embaucher un monteur. Voilà. D'accord. Un Ok. jeune spécialisé là-dedans. Voilà. Donc tu lui envoies les rushs et C'est il fait. ça. Donc, j'envoie tous les rushs, je les trie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jusqu'à 25. Ouais, Les vidéos des matchs, bah, par contre, c'est moi qui regarde les matchs. Donc, chaque ouais. fois, je regarde les matchs, je me refais le match et c'est moi qui dis enfin, tu mets tel point, quoi. À 1 minute 30, tu prends tel point, tu prends le point à 2h30, à 2h08, à 2h12, Ah voilà. ouais, tu te refais le match. Et du coup, Je me refais le match. ça te permet de voir un peu tes erreurs et tout, ça te fait progresser ou pas? Non, ça, je pense pas. Je pense pas. Après, T'es au-dessus de tout ça, de toute manière. mhm. Non, non, mais en fait, ouais, en fait, enfin, je me suis tellement vu jouer, en fait, D'accord. en vrai. Et ok, parce que ouais, le fait que tu revois tout le match, ça vaut vraiment le coup de payer quelqu'un. Comme tu refais tout ce taf-là, tu pourrais pas juste sélectionner Non, le. mais alors après, lui, il fait vraiment un travail de montage, tu sais, des zooms, des zooms, des dézooms, des cuts. D'accord. Ouais. Il rajoute des bandeaux que je sais pas faire. Les Enfin, scores et tout ça, ouais. ouais, voilà, exactement. Mm. Voilà. Et Puis GoPro, surtout, je c'est. délègue et moi, comme ça, je peux faire autre chose à côté. Je peux Ouais. peut-être récupérer ou je sais pas. Mais voilà, au moins, j'ai du temps un peu plus libre pour faire quelque chose d'autre qui va Et, servir pour quelque chose. et GoPro segmente en 15 minutes, c'est ça? T'as dit quoi? Le format GoPro, c'est des segments de 15 minutes à chaque fois, c'est ça? Exactement, Ouais. exactement. Ok. Où est-ce qu'on en est, Arthur? Où allons-nous? Jules, ou à la Jules. Oh, Jules, Ou pardon, la première excuse-moi. erreur. Je t'en veux pas, il y en a plein qui, même ma tante, elle fait encore l'erreur. Est-ce que tu prenais vraiment plaisir à coacher dans l'entre-deux ou est-ce que c'était vraiment pour le job, quoi? Bonne question, et je vais répondre franchement. Donc, C'est j'entraînais au ça CAM à qu'on aime. Montrouge. Ouais,
j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup aimé. Par contre, j'aimais pas trop donner des cours. Non, c'était pas mon truc. Pas mon truc, surtout quand ils sont 5-6 sur le cours, que c'est en balle orange ou verte, que les enfants sont un peu indisciplinés, c'est un peu du loisir, ils sont pas trop en mode compète. Ils sont 6 sur un cours, tu peux pas vraiment prendre de tennis, c'est compliqué, il fait très froid l'hiver là, il est 0 degré, tu restes debout 3-4 heures, j'avais mal au dos, mal aux jambes, fallait que je m'assoie. Non, c'était dur. Non, j'ai pas trop aimé. Je préférais les cours indiv, les cours particuliers. J'avais un jeune à 3-6, il était 15 à l'époque, maintenant il est 1-6 même. Ça, je préférais, bien sûr. C'était mieux. Je pouvais plus partager des conseils et tout. Et en plus, Montrouge, c'était à 1 heure de chez moi, donc c'était vraiment c'était dur d'y aller, quoi. C'était long. Et les cours particuliers, par contre, avec The Course, ça, j'aimais bien, mine de rien. Alors, c'est chiant, il faut prendre le métro, etc. Mais j'aime bien parce qu'en fait, il y a vraiment des gens qui sont non classés, 35, 34, qui savent pas du tout jouer au tennis, ou même 15-3, et en fait, qui payent un cours et en fait, qui veulent vraiment progresser. On est en 1 contre 1, et moi, mon objectif, c'est vraiment qu'ils apprennent quelque chose en 1 heure, quoi, qu'ils soient un peu meilleurs au bout d'1 heure, quoi. Donc ça, j'aimais bien. Mais quand ils sont 5-6 sur le cours, c'est compliqué. Et ça, c'était The Course, c'est une plateforme où plusieurs entraîneurs numéro ou négat pouvaient donner des cours, non? C'est pas ça? Ouais, C'est quoi c'est le ça, concept? exactement. C'est ça, Ok. exactement. Au début, c'était Arthur. En fait, c'est Arthur qui a donné beaucoup de cours sur Paris. Ouais. Et en fait, moi, j'ai voulu aussi essayer. Donc, j'ai essayé pendant 3 mois. Et puis, en fait, c'était compliqué. Il fallait trouver des élèves. Il y avait beaucoup d'annulations, des modifications. C'était dur à gérer. Du coup, j'ai dit, Arthur, écoute, tu me gères tout. Et puis, tu prends un pourcentage sur ce que je prends. Et puis, voilà. En fait, Arthur, lui, à la fin, il s'est dit, bon, écoute, je vais faire ça avec tout le monde. Je vais recruter des pros et je vais prendre un pourcentage sur les coachs, quoi. Il est malin, ce Arthur. Il est fort. Il est fort, il est fort. N'empêche, vous faites une belle association, je trouve, parce que, parce que lui pourrait pas faire ce projet sans toi, j'ai l'impression, enfin pas aussi bien en tout cas, et vice-versa. Lui a l'air très bon sur la stratégie Ouais, et le back-office un peu, et ouais, vous êtes hyper complémentaires. Enfin, c'est incroyable. exactement. On est complémentaires, hein. C'est fou parce que c'est le cerveau de cette histoire. Ouais, Alors qu'en fait, c'était marrant parce que Arthur, niveau scolaire, il a pas été très bon du ok, tout même. ouais. Pas bosseur, pas sérieux, redoublé 2-3 fois, enfin Belle catastrophe. revanche. Ouais, Belle revanche. Et en fait, il s'est beaucoup documenté, il a beaucoup lu de livres, il a payé des formations pour apprendre comment vendre des formations en ligne. ouais. Il se renseigne tout le temps en fait. Et puis moi j'avais mon tennis, donc voilà, mon occupation c'était de progresser au tennis. Et donc voilà, donc c'est lui un peu le cerveau du truc, c'est lui qui dirige, qui me dit quoi dire dans les vidéos, où il faut placer 2-3 trucs Ouais, importants. ouais. Et puis c'est lui qui voilà, qui a créé le site internet, qui recrute des gens, voilà. Enfin, vraiment, il est bon, très Et bon, vous, complémentaire. Ouais. vous mettez sur la gueule parfois ou c'est rare? Franchement, on s'est déjà engueulé 2-3 fois. Ok, Franchement, en 2 jours c'est fini. Voilà, ça va. ça Honnête. dure pas très longtemps. Ouais, alors en même temps, comme dans un couple, comme des associés, Ouais, comme dans la c'est vie réelle, clair, quoi. c'est clair. Je me souviens d'une formation. Alors, on est tous les deux un peu positionnés. Vous faites des formations, on Ouais, s'y est mis aussi, donc ouais, on peut en parler ouvertement. grave. Il y a pas de problème en tout cas. Et je Non. me souviens d'un contenu que vous avez créé avec Paul-Henri Mathieu. Oui, Est-ce que clairement. c'était cool de bosser ensemble? Est-ce que c'était impressionnant pour toi ou pas, finalement pas tant que ça? Comment Alors ça moi, s'était avec Paul passé? Henry, alors j'ai pas tourné la formation avec lui. C'était Ça a Arthur, été, du coup? ouais, exactement. Non, ça a été l'associé d'Arthur. Arthur a une associée à un moment donné, Dan, Ouais, qui a tourné la formation avec Paul Henry. Voilà, tournage en une demi-journée, 2 demi-journées peut-être. Mais c'était sympa, ouais. Puis, mais finalement, on s'est rendu compte que les ventes n'ont pas été aussi importantes qu'on l'aurait souhaité. d'accord. Et voilà, c'était kiff-kiff avec moi en fait. Ok. Voilà. Et c'est vrai qu'en fait, on a eu des commentaires de gens qui nous disent, mais qu'est-ce qu'il va nous apprendre de plus, par exemple, tactiquement que Jules Ok. c'est pas parce qu'il a été, je sais plus comment il a été 12e, je crois, Ouais. que tactiquement, il connaît plus tout. Bon, voilà. Donc finalement, ça n'a pas si bien marché que ça. D'accord. Bon, c'est intéressant Ouais. à analyser. Et il y a un aspect méga important dont tu as parlé plusieurs fois, la confiance slash le mental. Est-ce que tu as fait appel à Ouais. un préparateur? Comment tu t'es formé? Alors Comment tu gères tout ça? là, s'il y a un truc à mettre dans le podcast, c'est celui-là. C'est super intéressant ce que je veux dire. Mais sans déconner, hein.
J'ai jamais cru en la préparation mentale. Je suis allé voir un psychologue mental, un préparateur mental. J'y croyais pas. Il me faisait des trucs de respiration, parler de ma vie, de mon passé, de mes parents. Je voyais pas le lien avec quand tu es à 40A à 6-5 au troisième set. Je voyais pas de lien du tout. Et donc, j'ai fait 2 séances, ça m'a saoulé. Ouais. Il a eu mes parents en rendez-vous, etc. Individuellement, bon, voilà. Bon, pas kiffé. Et par contre, en CNGT, il y a eu Axel Michon qui est arrivé en CNGT aussi. Et qu'en fait, mentalement, lui, c'est un bison. Et en fait, c'est grâce à lui que je me suis complètement, mais ouvert l'esprit mentalement. Qu'est-ce que tu mets derrière le mot bison? Il croit en lui tout le temps. Il croit en lui tout le temps. Il peut battre n'importe qui. Voilà. Et donc, anecdote, il y en a 2. On est à Roland-Garros, on fait sparring. Il y a Corentin Moutet contre Guido Pella, qui était 25e mondial. Corentin qui était peut-être, je sais pas, 100, 110. Il dit alors pronostic. Je dis, bah, honnêtement, Pella, quoi. Enfin, le mec est 20e mondial. Il me dit, mais intrinsèquement, je vois pas pourquoi Corentin gagnerait pas contre Pella. Il a 2 bras, 2 jambes. Il court plus vite que Pella. Ils servent tous les 2 pas dingues. Ils sont pas très puissants tous les 2. Je vois pas pourquoi Moutet perdrait contre Pella. Moutet a battu Pella. Je dis bon, ok. Tu te souviens le score? 4-7, 3-7? Ouais, je pense 3-4. Wimbledon. Encore Moutet contre Dimitrov sur gazon. Il me dit pronostic. Je dis bah Dimitrov, ancien top 10, attaquant, il est agressif, il pète la balle. C'est dans le pragmatisme. De rêve. Ouais. Et il me dit pareil, il me dit honnêtement, sur le gazon, il faut courir très vite. Corentin, c'est un des mecs qui court le plus du circuit. Il a un slice qui peut être chiant de gaucher. Il a un toucher incroyable. Physiquement, c'est une machine. Il me dit honnêtement, Corentin, je pense qu'il va gagner. Et en fait, il perd 2-7-0, il gagne en 5-7. Putain, ça m'en fout, là. Ça m'en fout. Et en fait, c'est là, en fait, que je me suis dit, putain, mais en fait, ouais, en fait, sur un match, un jour, il peut tout se passer, tu peux battre n'importe qui, quoi. Tu peux battre n'importe qui. Et en quoi ça t'a ouvert les chakras sur la prépa mentale de côtoyer Axel? Bah ça. C'est-à-dire que, en fait, Open de Caen 2019, je joue Grégoire Barrère, que je perdais tout le temps à l'entraînement, même 2-1, 2-2, mec injouable. Et en fait, alors pour le coup, là, ça ne m'avait pas encore titillé mentalement. J'avais pris qu'une tenue puisque j'étais sûr de perdre. Finalement, je gagnais en 2-7. Je te jure, hein, de Paris, Caen, j'avais qu'une tenue, ou 2, j'avais 2 tenues. Je gagne en 2-7. Et là, je me suis dit, putain, je repense à Moutet Pella, Moutet Dimitrov, moi contre Barrère là. Je me dis, mais en fait, ce mec a raison peut-être, quoi. Et après, bon, je joue Andorra, je l'avais déjà battu, je le rebats. Je joue Père, je l'avais déjà battu, je le rebats. Et contre son gars, je l'appelle la veille au soir. Et je lui dis, parce que Axel n'est pas trop réseaux sociaux, donc je pense qu'il savait pas ça. Et je lui dis, écoute, j'ai battu lui. Je joue de son gars en finale. Il me dit, c'est très simple. Si tu y vas pour faire un score serré ou pour pas perdre, tu vas prendre une branlée. Il me dit, si tu vas pour gagner, tu as peut-être des chances de gagner. Et donc, j'y vais pour gagner le match, quoi. Et bon, je gagne 6-4 le premier. D'ailleurs, je m'effondre. 0-1, je prends. J'avais fait match par équipe le samedi, simple et double. Dimanche, Barrère, Andourar, Père, son gars. J'étais cuit nerveusement, en fait. Ouais. Donc, je lâche complet à ce niveau-là. Mais j'y crois pendant le match. Je me dis, tu vas gagner ce match. Et bon, pas trop loin. Et puis voilà. Puis après, décembre 2021, c'est reparti, quoi. Et je joue un mec au hang, qui sur dur peut très très bien jouer. Mais je me dis, tu vas gagner ce match, en fait. Et puis après, Lucas, qui est pas dans une confiance énorme, qui venait faire 7-6 contre Debru à Bourg-de-Péage. J'avais vu 2-3 de ses points en équipe. Je me suis dit, bon, il joue très bien, forcément. Il joue très très bien, il sert bien de ça, mais je me dis, t'es un mec qui est chiant à jouer. Enfin, je suis chiant à jouer. T'es en confiance, tu peux battre n'importe qui, quoi. Bon, j'ai gagné. Et après, bon, voilà, vous connaissez l'histoire, mais. Axel Michon, exceptionnel. Franchement, ouais, ça me donne exceptionnel. envie de faire un épisode avec lui, on l'a pas encore fait. Franchement, tu devrais, il est super intéressant comme mec. Je l'adore, il est énorme. Quand moi j'ai commencé le circuit ATP, je faisais STAPS en même temps. Parce que mon coach voulait pas que j'arrête les études. Et puis, on a beaucoup de temps libre
en tournoi ATP. Et donc, voilà, je travaillais un peu, j'ai eu ma licence. Et en fait, vu qu'Axel est normand à la base, on en a parlé un peu avec mon coach. Et lui, Axel disait non, moi, c'est projet à fond tennis, j'y crois, je suis sûr que je peux être top 100. Donc, j'ai pas besoin de faire des études. En fait, le mec a toujours vu les choses comme ça, quoi. Mais c'est bien, hein. Il est monté combien, Max? 160, je pense. Il a passé un tour à Roland contre Brad, je sais plus, Clan, je crois, Bradley Clan, le gaucher, là. Il perd contre Anderson. 160. Il a arrêté, là? Il a arrêté, ouais. Maintenant, il travaille à la Fédé, au CN. À la SNCF. Il est cheminot. Non, au CN. Axel, c'est une blague. Et au-delà de cette prise de conscience en un jour, tout le monde est prenable. Est-ce que tu as bossé avec un autre prépa? Est-ce que tu as poussé la prépa mentale ou est-ce que tu as lu des bouquins Non, pas du tout. Tu t'es accroché à ce conseil-là, ça te suffit? Ouais. Ça m'a suffi, quoi. Puis il y a eu 2-3 preuves de ça, quoi. Goûter 2 fois de suite, ça m'a suffi, quoi. Mais quand vraiment, je t'invite à l'inviter sur un de tes podcasts parce qu'il parle vraiment bien, quoi. Des choses intéressantes, il s'exprime bien, il t'ouvre le cerveau, les gars, quoi. C'est énorme. Très bon, ça. Génial. Ouais. Ça fait tellement du bien. C'est vrai que tu le transmets en l'appelant contre Tsonga. Le mec a des mots clairs et. Ouais, non, mais vraiment. Voilà. Ok. Venons au présent, Jules, si tu veux bien. La chaîne qui est passée de The Court à Jules Marie, c'est quoi le parti pris? C'est juste que c'est passé donc il y avait The Court, après c'était Jules et Arthur de The Court, après c'était Jules The Court et là Jules Marie, je crois, Jules Marie The Court, je sais plus. Personal branding pur, voilà. On resserre, on simplifie, c'est ça. On clarifie. Voilà. Exactement. D'accord. Comme les formations, c'est plus The Court formation, c'est Jules Marie formation. D'accord. Voilà. Ok. Donc tu joues l'Open de Caen. J'imagine que évidemment le résultat a penché dans la bascule pour retourner sur le circuit, mais tu devais y songer depuis un petit moment. Ça te travaillait depuis longtemps? Non, pas du tout. Même pas. Alors j'ai eu une rechute. Alors, en fait, j'ai eu des rechutes régulières. Déjà quand je fais sparring à Roland en mai, quand je vois Roland Garros, quand je vois les Français qui jouent, ça me donne tellement envie. C'est fou. Puis en fait, quand tu fais sparring aussi, tu joues avec des mecs qui sont 80 ATP. Notamment, j'avais joué avec, j'ai pu m'en souvenir du nom du mec, qui venait de battre Gilles Simon au premier tour. Et puis, on fait un set d'entraînement, je gagne 6-3. Putain, je me dis, ok, bon. Puis en fait, tu refais sparring un an après et tu revois tout ça, tu vois les Français qui passent des tours. C'est juste, ça fait rêver, en fait. Et donc, à chaque fois, j'ai une période de 1 mois après où j'ai envie de reprendre, quoi. Mais bon, je reprends ma routine, les CNGT, je suis à Paris la semaine, je suis bien, je kiffe ma vie, je suis heureux, tu vois. Donc, c'est quand même un sacrifice à faire, c'est un changement de vie radical, quoi. Donc, je me dis, bon, finalement, non. Et puis, décembre 2019, Open de Caen, je joue très, très bien, super. Je me dis, bon, je fais Bagnoles de l'Orne, je gagne le futur, je perds pas un set, je joue très, très bien. Derrière, je fais Cherbourg. Je me qualifie, je bats un mec qui est 220, je bats un mec qui est 210, je gagne, 280, je gagne, je perds un mec qui est 150 parce que je suis rôti. Et là, je me dis, j'y retourne. Je donnais des cours à Montrouge, c'était pas évident, mais je m'inscris en Angleterre, je veux y aller, etc. Et en fait, il y a eu le Covid. Donc là, tout s'annule. Voilà. Puis en fait, au bout de 6 mois, enfin, au bout de 4 mois, je me dis, flemme, je vais pas y retourner, quoi. Et à l'époque, quand tu veux y retourner, avec quel fonds tu veux le faire? Avec les miens, je me dis, je vais aller en Angleterre, je vais aller dans les pays limitrophes, pas trop loin, je vais rester en France. Moi, j'ai gagné un peu d'argent en CNGT, j'ai mis de côté. Bon, je me dis, je vais voir 5-6 mois, tu vois, et puis on verra comment c'est financièrement. Voilà. Donc, au final, non. Et puis là, décembre, je fais un truc encore mieux qu'en 2019. J'ai gagné 4 mecs fous. Et puis je vois en fait toute la communauté qui me dit, vas-y, retourne sur ce KTP, fais une cagnotte participative, on va t'aider. Ah ouais, des centaines. On t'a soufflé l'idée, ouais. Ok. Ah ouais, mais franchement, j'ai eu 100 commentaires comme ça, quoi. Waouh. Et ouais, c'était fou. Et mes potes, ils m'écrivaient, mec, t'as vu les commentaires, mais c'est juste dingue, mec, mais voilà, c'était dingue. Toutes les vues, on avait peut-être 20 000 abonnés, on pétait des fois des 50, 100, 200 000 vues. Le truc vraiment engageant, quoi. Vraiment des abonnés qui étaient engagés, quoi.
et qui me poussait vraiment à reprendre. Et puis, en fait, je me suis blessé à Bagnole de l'Orne au premier tour. Je suis parti une semaine à Dubaï en vacances, chez un pote qui avait parlé à mon frère un peu avant. Chez Rodge. Chez Rodge, pas loin, pas loin. Et t'as dit quoi? Il était là. Non, l'étage en dessous. Et lui, je crois qu'il a full étage au Burj Al Arab. C'est vrai. T'es juste à côté. Bon, voilà, je suis parti à Dubaï avec un mec puis son coloc qui m'ont parlé un peu, des entrepreneurs, tu vois, qui m'ont dit mais ça pourrait être un truc de ouf si tu reprends. Enfin, la chaîne elle pourrait exploser, tu montrerais les coulisses du circuit ATP, ça serait juste fou. Avec la cagnotte que tu vas faire, des sponsors, forcément, il y a peut-être qui vont venir. Enfin, ça te coûterait peut-être pas beaucoup d'argent. Enfin, voilà. Et j'ai parlé avec mon frère. Ensuite, je suis revenu à Paris. J'ai parlé avec mon frère. On a établi le budget, le truc. En fait, ça m'a excité ce projet, quoi. Ça m'a complètement excité. Je me dis ça serait en fait un double projet, quoi. C'est moi, carrière sportive. À 30 ans, on n'est pas si vieux que ça. J'ai encore 5-6 ans à jouer à fond, tu vois, à 100%. Je me dis, bon, j'ai peut-être des regrets d'avoir arrêté à 25 ans. Enfin, des remords peut-être, je sais pas. Mais voilà, je suis peut-être pas allé au bout du truc, quoi. Donc pour moi, et puis mine de rien, pour le deuxième projet, c'est la chaîne YouTube, la communauté, montrer aux gens ce que c'est que le circuit ATP, leur donner des conseils, toujours leur donner des astuces pour être meilleur. Et puis voilà, quoi, simplement. Allez là, on y croit là. Allez, c'est bon ça. Comment tu fais pour ne pas être éreinté physiquement après tous ces matchs? Tu disais de jouer, de faire autant de matchs. Le tennis, c'est tellement traumatisant. Ouais. Ou Mine de rien, tu m'aurais dit ça il y a 2 mois, je t'aurais dit, je sais pas comment je fais. Là, j'ai eu 2 élongations en 3 tournois, donc à l'adducteur. Donc c'est un peu chiant. Je me dis, est-ce que c'est les 4 années qui ont précédé où j'ai pas fait grand-chose finalement, où je me suis pas renforcé, j'ai pas fait gaffe. Mais bon, mine de rien, pendant 6 ans, tu te blesses pas en faisant rien. Tu te dis bon bah pourquoi je ferais un truc? Je sais pas. Donc bon. Un coup de pression? Tu t'es mis un coup de pression en plus ou quoi? Bah, il y en a qui disent ça inconsciemment. Pourtant, vraiment, je suis pas vraiment stressé à l'idée de reprendre, vraiment. Bon, mais peut-être inconsciemment, j'en sais rien. Donc bon, voilà. En tout cas, je reprends un mode de vie professionnel où je m'étire le matin, je me renforce, je me gaine, je me réentraîne. Je vais reprendre un mode de vie vraiment d'un joueur professionnel en fait, pour devenir une machine, quoi, et puis pour plus me blesser et pour essayer d'enchaîner des matchs, quoi. Qu'est-ce que tu ressens quand tu nous as parlé juste avant on a tapé des vidéos à 30, 50, 100, 200 000 vues. Est-ce que à ce moment-là, c'est plus fort qu'autre chose? L'ego, évidemment, est satisfait, est caressé dans le sens du poil. Bah, c'est sûr que si on faisait 1000 vues, 2000 vues au bout d'1 an, bon, ça serait un peu compliqué, quoi, tu vois, toujours assumer en club, ouais, j'aurais peut-être eu des petites moqueries, tu vois. C'est sûr que ça fait plaisir. Bon, ça fait plaisir. J'ai la tête sur les épaules, j'ai pas du tout pris le boulard, c'est pas grand-chose non plus. C'est du virtuel, tu vois, mais c'est vrai que ça fait plaisir quand tu vas dans un club de tennis, quand tu as des gens de 7 à 77 ans qui t'interpellent et qui te disent, sur Instagram, j'ai énormément de messages, quoi. C'est un truc de fou. J'ai peut-être 1000 messages non lus, malheureusement. Personnes qui me disent, ouais, je suis 15-3, je suis passé 15-1, j'ai vu ta vidéo, elle m'a trop aidé. Et j'en ai un tas. Et donc, ça fait vraiment plaisir, en fait. Et je suis content d'aider et d'apporter quelque chose, en fait, dans le monde du tennis à ma petite échelle, quoi. C'est bon, ça. Est-ce que tu étais gêné au début quand on disait, ah, c'est toi, le mec d'Internet, tout ça? Non, pas gêné. En vrai, ça me faisait sourire, plaisir. Même à Paris, je suis habillé en civil avec le masque et j'ai peut-être eu 20 personnes qui se montaient dans la rue, quoi. On me dit, ah, c'est Jules Marie, dans le métro, je suis un breaker. Enfin, ça fait plaisir, quoi. Et ça montre vraiment que les gens aiment bien ce qu'on fait. Donc, du coup, ça m'engage à en refaire encore et être encore plus pertinent, plus performant dans ce que je dis, etc., quoi. Le nom breaker, il est venu d'où? Arthur Marie, Arthur Marie qui m'a dit, il faut qu'on donne un nom à notre communauté pour qu'ils puissent s'identifier. Donc il y a eu quoi? Il y a eu les tiebreakers, il y a eu les breakers, il y a eu 2, 3, 4 idées, je crois, et voilà, les breakers. Mais je sais pas pourquoi il s'est dit ça. Je sais parce on suit un peu des mecs en commun, et c'est vrai que c'est toujours cool d'avoir un nom pour ta communauté. En fait, ça fait une sorte de team, ouais, exactement. Il y a un nom, c'est une tribu. Voilà, c'est ça, c'est créer une tribu.
Ouais, exactement. Puis il a aussi un ami qui a créé une boîte qui s'appelle Lemlist. Et Ouais. ça, dans toutes ses vidéos, il fait Hello les Lemlisters, quoi. Yes. Ton sponsor que tu représentes à merveille, Technifibre, Oui. est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que tu as toujours été avec eux ou tu as eu d'autres contrats avant ça? Ouais, j'ai un contrat, je crois, j'étais avec Wilson au tout début, avant Wilson. Ouais. Et puis en fait, je passais avec Technifib il y a, ouais, voilà, j'ai 30, c'était peut-être à 10, 12 ans peut-être. Et Wilson, c'était 12 à quel ans. âge? Ouais, c'était de 17, de 12 à 17, peut-être. À Ouais. 12? Et c'était que raquette ou tu avais des fringues? Non, non, que raquette, parce que bien sûr, Rod joue avec ça, donc il fallait absolument jouer avec Wilson. Mais Et tu te voilà. souviens, tu te souviens à 12 piges, la première raquette Wilson que tu as reçue gratuitement? Ah là, ça doit être la Pro Staff, quelque chose, un truc comme Et ça. tu te souviens ce que tu as ressenti? Pas du tout. Non, je me souviens Ah pas. ouais? Oh, le mec s'en bat la race, quoi. Là! Faut couper au montage! Non, 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 je me souviens pas du tout, non. Là, je m'en souviens, je l'ai pris, je l'ai fracasse contre un mur. Sympa, sympa. Là, franchement, je m'en rappelle plus. Ok. Et Technifib, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Évidemment, tu vas avoir un discours merveilleusement corporate, on le sait, mais de manière authentique, Jules. Qu'est-ce que Ouais. tu penses vraiment de cette marque, quoi, tu vois, enfin, Alors, objectivement? ouais, honnêtement, je trouve que c'est une marque qui a évolué de ouf dans le tennis depuis 10 ans. Ouais. À l'époque, je crois il y a Greg Barrère qui était avec eux, c'était un des premiers. Je sais pas si Chardy était déjà. Bon, il y a peut-être deux, trois mecs. Et puis en fait, je suis arrivé aussi dans le truc. Bon, au début, c'est vrai, mais à l'époque, on avait des shorts un peu larges, un peu longs. C'était pas trop stylé. Mais bon, moi j'avais mes tenues gratos, j'en avais pas mal. Franchement, ils sont assez généreux, faut le dire, ils sont assez généreux dans ce Ouais. qu'ils donnent. J'avais je sais plus, peut-être à l'époque, j'avais peut-être déjà 10 raquettes par an, alors qu'avant que ça, j'étais avec 3. Donc Ok. franchement, j'avais plein de trucs, j'étais super content, quoi. Ouais. J'étais super content. Et puis en fait, au fur et à mesure, bah en fait, je les ai vus évoluer dans leur style de textile. Je trouve vraiment les trucs maintenant super. Ils sont associés avec Lacoste, je crois, j'ai pas tout compris. Bon, je suis pas vraiment un expert de tout ça, mais Ils ont été rachetés, euh, ouais, par Lacoste. Ouais. voilà. Donc la matière est encore mieux, le design est mieux, je trouve. Franchement, c'est une marque qui a mis sur la table, qui les a posés, j'ai l'impression, qui a donné beaucoup à beaucoup de joueurs français. Je crois que c'est la première marque utilisée en France en termes peut-être de raquettes, non, je sais pas, dans les clubs peut-être. Je vois beaucoup Technifibre. Mais c'est une club quand même qui s'est beaucoup répandu, quoi. C'est une marque Tu qui es s'est beaucoup un répandue. excellent ambassadeur. Merci. Franchement, je peux pas dire grand-chose de mal sur eux, Ouais. vraiment. Hein, Je peux même franchement, ouais. ajouter que le chef de projet textile, Ouais. c'est un pote à moi. Ok. Il fait un Comment il taf s'appelle? incroyable. Pierre-Christophe Robert. Ah oui, ok. Mon PC, si tu nous écoutes. Ouais. Mon PCR. Ah ben c'est PCR, mon gars, Oh, c'est t'as pas pas le possible. choix. Ouais, Pierre-Christophe Robert, C'est énorme. on n'y échappe pas. Ouais. Ouais. Donc, Ok, voilà, donc, non, franchement, ouais. et est-ce que tu peux nous parler du coup de ce projet de... Alors on a parlé de ton retour sur le circuit, mais de le documenter. Il y a Ouais. Netflix là, qui s'est lancé pour Ouais. 2022, là, Ouais. il filme la saison. Est-ce que tu sais à peu près ce qu'ils font, Netflix? On sait qu'ils ont signé avec Tsitsipas, mais est-ce que tu as plus d'infos ou pas? Aucune, non, pas du tout. Je sais Non? pas du tout. Bon, Mais j'ai bref. hâte. Truc de fou. Ouais, Là, j'ai vu on- le truc sur Mardi Fish avant-hier. Ouais, très cool. Ouais. Netflix, ouais, trop bien. Ouais, Trop bien. incroyable. Bon, et t'avais vu Drive to Survive sur la Formule 1? Oui. Bon, bah, a priori, Ouais. ça va être J'ai vu copié-collé Angèle, sur j'ai vu le... Orelsan. Ouais. Ce truc documentaire là, c'est vraiment Orelsan, top, hein. c'est Amazon Prime, attention. Ouais, exactement. Attention. Exactement. Et donc, quelle est ton idée, ta vision? Qu'est-ce que tu veux faire précisément? Et qui est cet homme qui va te filmer? Cette Alors, femme? cet homme ou cette femme. Alors écoute, pour l'instant, on ne sait pas qui précisément. Je pense qu'on va tester Ok. un peu peut-être deux, trois monteurs, Ouais. avec lequel je m'entends le plus, avec lequel est le meilleur simplement. Hein. Et en fait, l'idée, c'est de continuer de documenter la vie sur le circuit, mais en étant un peu plus professionnel, en ayant une qualité de vidéo meilleure, en ayant des plans plus sympas, et ça tout le temps en fait, tout le temps. Et l'idée, c'est quoi? Une vidéo par semaine? Une vidéo par tournoi? Alors, non, c'est une vidéo par jour. Wow! Alors, attends, quand je suis en tournoi, hein, Ouais. je suis en tournoi, une vidéo par jour. Bah, c'est ce que je fais actuellement. Hein. Ah ouais, Bah ouais, actuellement, c'est une vidéo par jour. Donc, même si j'ai deux matchs dans la journée, c'est un vlog. d'accord. Voilà. Mais Donc, là, c'est une vidéo par jour de match actuellement, c'est ça? Ah oui, oui, bah ça. Quand Ouais. je suis en tournoi, ouais. Jour de match. Ok. Voilà.
Donc là, une vidéo, pareil, par jour de match. Voilà, c'est ça. Donc, c'est l'idée. Donc, sur ATP, il n'y a qu'un match par jour. Mine de rien, il va falloir trouver des trucs à dire intéressants, puisque j'ai qu'un match. Quand j'ai 2 matchs, du coup, je dis du contenu facile, qui me prend vite 3-4 minutes. Mais là, du coup, il va falloir trouver des trucs à dire. Peut-être que du coup, ça va un peu se raccourcir. Au lieu de faire 15 minutes comme on fait, je trouve que ça peut être un peu long des fois, peut-être 10 minutes. Ouais. Et puis, créer une petite mini-série, quoi. Et puis, au bout de 1 an, 2 ans, peut-être faire un documentaire sur tout ça, quoi. Ok, génial. Ouais. Incroyable. Quel Le beau projet, c'est le but. Ouais. C'est ouf. Ça m'excite. T'as la flamme qui… Franchement, ouais. Franchement, ouais, je trouve que le projet est super intéressant. Voilà. Ça me fait kiffer de faire ça. J'ai ma réponse, je pense que je l'ai, mais j'ai envie de te poser la question quand même, c'est est-ce que tu n'as pas peur de te disperser en faisant ce projet de vidéo tout en étant en retour sur le circuit? Alors, disperser à quel niveau? Ton énergie, ta concentration, ton influx. Après, c'est ce que tu fais déjà sur le CNGT. Oui, ok, d'accord, j'ai compris. Si, forcément, il va falloir gérer des trucs, c'est sûr. Il va falloir, si, forcément, je vais avoir mais comme je dis, c'est un double projet. Ouais. Donc, il va falloir gérer des trucs, c'est sûr. Il va falloir faire des vidéos quand je vais perdre, quand je vais être au fond du goût, il va falloir les faire. Mais c'est partie du projet, quoi. Faut montrer aux gens les moments où il y a des bas, les moments où c'est super, où je gagne. Il va falloir tout montrer, quoi. Ça va forcément me prendre un peu de jus, un peu d'influx. Je délègue quand même un peu avec le vidéaste, mais c'est lui un peu qui va me briefer. Faut qu'on fasse cette vidéo-là, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Donc, je vais me laisser un peu plus guider. Ouais. Mais oui, forcément. Et mine de rien, je redoute un petit peu déjà pour prendre le match en vidéo sur les futurs déjà. Je me demande déjà comment on va faire. Est-ce que je mets les GoPro dans le grillage? Il va falloir demander au juge arbitre si c'est possible. Déjà à Bagnoles, on m'a demandé si c'était en ligne, enfin c'était en live ou pas par rapport au paris sportif. Donc j'ai dit bien sûr que non. Donc à l'étranger, comment ça va se passer? Est-ce que le caméraman va pouvoir bien filmer, avoir le bon angle, parce qu'il y aura des grillages, il y aura peut-être des bâches, enfin ce serait peut-être pas facile, tu vois. Donc à ce niveau-là, ça peut me faire un peu stresser. Tu as besoin des autorisations sur chaque tournoi? Autorisation de l'ATP? C'est pas. J'en sais strictement rien. T'es là, t'es en place. J'en sais rien. Mais j'espère que tu vas regarder cette vidéo et je ressors le bon adage d'entrepreneur. Faut plutôt demander le pardon que la permission. Waouh, c'est bon ça. Il me l'a appris, donc je la ressors. Ok. Très bien. Combien de temps tu te donnes? 1 an, top 300. Ouais. J'ai aucun point à défendre en fait. Donc clairement, je vais faire que ça, quoi. On croise les doigts. Ouais. S'il n'y a pas de blessure concrètement, j'ai pas de point à défendre. Donc ouais. Voilà, donc 1 an top 300, j'espère. Et puis 2023, Roland, quoi. Qualif de Roland. Ça serait top. Yes. Est-ce que tu as une bête noire sur le circuit actuellement? ATP? Ouais. Alors non, parce que du coup depuis 6 ans, ouais. Alors, je vais voir de nouveaux joueurs. Mais est-ce que j'avais une bête noire à l'époque? Non, je ne crois pas. J'ai pas beaucoup non plus joué beaucoup de fois le même joueur. Mais, Tu pètes des câbles parfois sur le court? Très rarement. Je suis assez calme, assez zen. C'est vrai que sur ces 6 années de CNGT, je dis pas un mot sur un court, à part 2-3 fois dans l'année. Et par contre, quand je pète les plombs, la raquette y passe. Technicien, mais voilà. Moi, je suis désolé, mais bon. Elle y passe, il y a un G, elle casse, et puis après, je suis calme pendant 1 an. Le meilleur conseil technique ou stratégique ou mental, je crois que tu nous l'as dit tout à l'heure, ouais, t'es donné sur un cours. Le conseil numéro 1, coaching. J'en dirais un, que j'ai eu quand j'avais peut-être 14 ans. Conseil tactique. Pour trouver le point faible. Hop là, les légendes récupèrent le bonus gratuit donc de l'épisode. C'est le conseil coaching numéro 1 de Jules pour s'engouffrer sur le point faible de l'adversaire et rentrer progressivement dans sa tête. C'est un précieux conseil pratique. Reçois-le en t'inscrivant à notre newsletter et je t'enverrai également le conseil coaching numéro 1 des précédents invités du podcast. C'est cadeau, c'est pour nous. C'est donc le premier lien en description juste en dessous. Qui est ton coach qui va te raccompagner sur le circuit? Alors, bonne question. Alors, pour l'instant, on ne va pas prendre de coach. Je préfère prendre un kiné ostéo. Parce que tennistiquement, je me connais tellement bien que je pense prendre un coach quand je vais remonter, quand je vais être 300.
Ok. Mais là, je vais partir dans les qualifs. Je vais faire beaucoup de matchs. Si je joue bien, je vais faire beaucoup de matchs. On préfère prendre un kiné ostéo qui va être là pour pour faire des massages de récup, pour me préparer physiquement à la bataille, quoi. D'accord. Tu me fais un peu penser à Marc Jiquel qui est arrivé sur le tard sur le circuit et qui du coup avait cet avantage de fraîcheur. Est-ce que tu ressens toi aussi en revenant plus tard que tu vas bénéficier de cette fraîcheur ou pas tant que ça parce que tu as quand même vachement écumé de matchs ces dernières Ouais. années? Non, je pense que j'arrive avec de la fraîcheur mentale parce que comme voilà, il y a le double projet qui m'excite. Il y a ce projet de Grand Chelem en 2023. Donc et puis je reviens. Ouais, voilà, je fais ATP pendant 6 ans, donc je reviens sur le truc par rapport à d'autres qui sont là toutes les semaines. Finalement, quand tu fais de l'ATP, tu perds beaucoup quand même. Tu perds beaucoup. Tu fais moins de matchs que moi et mine de rien, oui, je pense arriver avec plus de fraîcheur que ceux qui sont là sur le circuit ATP, quoi, c'est sûr. La cagnotte, vous avez dépassé l'objectif qui était de 20 000 euros. Ouais. Maintenant, c'est quoi le but? C'est d'aller où? Combien? Comment? Quand? Écoute, clairement, hein, ça c'est évident, plus on a d'argent, plus on va pouvoir durer dans le temps avec le vidéaste, payer ses frais, son salaire, les frais que ça engendre, bref. Donc, clairement, si on peut arriver, il reste quoi? Il reste peut-être 15-20 jours. Si on peut arriver à plus que 25, plus que 30, plus que 40, ça serait vraiment top, quoi. Donc voilà. Qu'est-ce que tu ressens en voyant 300 et quelques dons? C'est fou, hein. Ouais, c'est incroyable. Surtout qu'en plus, en 5-6 jours, on était déjà à 10 000, je crois. C'était ouf. En fait, il me l'avait dit, les breakers. Il m'avait dit, on va t'aider, ouvre une cagnotte. Il me l'avait dit, quoi. Donc, mais bon, à ce point-là, c'est fou. Il y a quand même 2 personnes qui ont pris donc une contrepartie. Donc, la plus grosse, c'est le stage à 2000 ou 2500 euros avec moi sur 2 jours. C'est ouf. Donc, c'est ouf. C'est les 2 personnes avec lesquelles tu as fait la vidéo? Non, 2 autres. 2 Ok. autres. Un papa pour ses 2 fils et une autre personne pour lui ou pour son fils, je sais plus. Mais voilà. Magnifique. Ouais, c'est fou. Exceptionnel. Trop Est-ce bien. que depuis que tu as cette communauté, ce projet, ces gens qui te soutiennent, quand tu te réveilles le matin, tu as un regain d'énergie en me disant putain, je vis un truc incroyable? Franchement, ouais. Franchement, ouais. Et c'est pour ça que là, tous les matins, j'ai mon tapis qui est là encore. Je me lève, c'est gainage, c'est étirement. Je me remets, je rebranche mon cerveau en mode professionnel, quoi. Pour D'accord. vraiment arriver au top, pas les décevoir. Mais bon, je sais qu'ils sont bienveillants, donc même si j'arrive pas aux objectifs que je me suis mis, c'est pas bien grave du moment que je leur montre les coulisses du circuit ATP. Mais ouais, j'ai rebranché mon cerveau en mode pro. Et vision très long terme, admettons, après le circuit, tout ça, où est-ce que tu veux emmener la chaîne YouTube Jules Marie, le concept, les formations, tout ça? Qu'est-ce que tu imagines au fond de toi? Bonne question. Continuer la formation. Pourquoi pas organiser des stages sur 3-4 jours avec des mecs, avec des breakers, quoi. Et puis voilà, je me suis pas encore projeté, j'avoue, sur après le tennis. Pas encore trop d'idées. Ouais, t'es tellement dans le jus de manière que t'es bien. Ouais. Puis là, en plus, ça vient d'arriver comme ça, ce projet. Donc, du coup, je suis en plein dedans. J'ai pas réfléchi, ouais, à après. Moment présent à fond. Il y aura certainement plein d'opportunités, j'imagine, qu'il faudra prendre. Ok, pour terminer, j'ai quelques questions de fin. Est-ce qu'avant les questions de fin, tu voulais ajouter quelque chose que je t'ai pas demandé? Non, je crois qu'on a déjà dit pas mal de trucs. On a fait un joli tour de table. Ouais, on est bien. Est-ce que tu as un livre que tu recommandes, que tu aimes bien offrir ou qui a changé ta vie? C'est une mauvaise question parce que je ne lis absolument pas. Ok, un film. Absolument pas. Un seul film que tu Un film qui a changé ma vie? Un film que tu recommanderais à tout le monde les yeux fermés. Et que tu as peut-être vu 483 fois. Ah oui, j'en ai vu un, mais je suis pas sûr que ça aide beaucoup de personnes. On s'en fout. C'est pour mieux te connaître. J'ai adoré le film Five avec Pierre Ninet, François Civil, j'ai adoré. Ouais. Igor Gottesman. Exactement. Le concert le plus ouf de ta vie? Incroyable aussi. Je suis pas allé à un concert depuis mes 7 ans, je pense, depuis les 10 commandements au Zénith de Caen. Et j'y suis allé à Orelsan il y a une semaine.
à Caen. Oh, très bon ça. Voilà, c'était pas du tout prévu. Le concert à 20h, à 18h, on me dit Jules, j'ai une place si tu veux. Boum, c'est parti. C'était énorme. Voilà, c'était trop bien. Génial. Surtout après avoir vu le documentaire. Bah C'est voilà, tellement une machine. exactement. Une citation que tu aimes bien, est-ce qu'il y en a une? Citation, ouais, j'en ai une. Mieux vaut demander pardon que la permission. Je te rappelle que tu nous l'as dit il y a 3 minutes. Je sais, je sais. Non, j'ai pas de citation. Je suis désolé, t'aurais dû me poser les questions avant. J'aurais préparé un peu le truc, mais non, j'ai pas là comme ça. Non, j'ai pas de citation. La période de ta vie où tu as le plus été dans le trou. Je crois, bah, sur la fin là du circuit ATP là en 2015 là, j'étais au Brésil, je perds au premier tour du tournoi. Et en fait, j'étais avec mon coach, ça coûtait cher, je commençais à être un peu dans le rouge, et où mon papa a appelé mon coach en disant bon bah va falloir rentrer quoi. Et Jules va rester tout seul au deuxième tournoi, et bah j'ai gagné un match au deuxième tournoi, j'ai perdu après, et puis j'ai commencé à me dire ça va être compliqué d'être top 100, peut-être falloir arrêter, et j'avais 90 points qui m'attendaient à défendre un mois après. Et je me suis dit, bon, là, la tête va exploser, quoi. Et donc là, un peu dans le trou. Et pourquoi c'est ton père qui a appelé le coach? Parce que, c'est moi et mon père qui le payaient. Donc, mine de rien, c'était un peu le boss aussi, quoi. Et qu'est-ce que le Jules d'aujourd'hui qui a bien rebondi conseillerait au Jules de l'époque? Qu'est-ce que tu lui glisserais à l'oreille qu'il aurait besoin d'entendre? Il aurait peut-être fallu attendre un peu plus d'expérience. Donc, continuer, faire des sacrifices. C'était dur, hein. C'est dur, mais peut-être continuer, se forcer un peu. Après, je regrette rien. J'ai passé 6 ans super en CNGT. J'ai beaucoup appris. Mais voilà, quand je vois tous les joueurs français là qui sont encore dedans, là, je vois, je pense à Tristan Lamazine comme ça. Je pense à Quentin Alice qui a été 101, je crois, là qui est 160, qui a gagné un challenger à Cherbourg. Là, en fait, ils ont jamais arrêté. Après, moi, j'ai fait un choix qui était assez légitime. Ça coûtait vraiment très cher. L'argent, bon bah, c'est assez important. Je voulais en gagner, et récolter un peu les fruits de mes entraînements et mes sacrifices. Mais peut-être qu'il aurait fallu peut-être encore jouer encore 6 mois, 1 an, et peut-être que la période aurait rebondi un petit peu, quoi. Maintenant que tu es dans un projet qui marche plutôt bien et financièrement et pour toutes les raisons qu'on a citées précédemment, quelle est ta définition de la richesse? Richesse, quand même, finalement, vraiment, hein, quand on est heureux, quand on se sent bien dans sa vie, quoi. Voilà, quand on aime ce qu'on fait. Tu vois, moi, en semaine, j'étais bien, j'avais ma routine, j'étais heureux, quoi. En semaine, j'étais à Paris. Le week-end, j'allais faire mon petit tournoi. Ça prenait 2 jours. Je revenais à Paris en semaine. Je faisais un peu ce que je voulais. Voilà. J'étais assez libre, en fait. Quand t'es en tournoi futur, quand même, mine de rien, tu prends l'avion toutes les semaines. Tu gagnes pas d'argent, t'en dépenses. Tu te lèves à 7h matin pour aller courir, pour faire du fractionné. Tu fais des matchs, tu perds. T'es à l'autre bout du monde, faut prendre un billet d'avion qui coûte une blinde pour revenir. Tu loupes ton avion. Enfin, c'est quand même. Tu m'étonnes. C'est dur. T'es plutôt Roger, Rafa ou Djoko? Roger. Ou Danil? Roger. Roger. Une petite anecdote avec Roger? J'ai joué avec lui 3-4 fois. Ouais. Anecdote, ouais, j'en ai une, bien sûr. Ouais. Mon frère est fan. Il s'est tatoué le RF ici, là. Ah oui, quand même. Depuis maintenant 10 ans, je pense. 8 ans, Ah ouais. 10 ans. Ah ouais. Et un jour, US Open, donc j'ai à l'US Open. Bien sûr, comme en Australie, je rentre pas à une place près. Et on croise Roger. Arthur a fait une photo avec lui. Et 4 ans après, grâce à Technifibre, j'ai pu faire sparring au Masters de Londres. Non. J'ai joué avec Roger et Arthur était là. Ouais. Je l'ai emmené Arthur. Et donc, j'ai joué avec Roger. Fin d'entraînement, Arthur monte son tatouage à Roger. Roger explose de rire. Et il y a Séveran Lucky derrière qui vient nous voir et qui nous dit lui aussi a failli faire le tatouage, quoi. Ah et, ouais. Et voilà. Et en fait, il venait d'avoir une paire de jumeaux. Et nous, avec Arthur, on est jumeaux. Donc, on lui a dit. Et voilà, c'était un moment quand même assez sympa avec Arthur qui est fan de Roger, moi qui suis en admiration devant lui. Voilà, c'est quand même un bon moment, quoi. Tu t'es marré un peu avec lui? Pardon? Tu t'es marré un peu avec lui ou c'est resté très cordial? Non, très cordial. On s'est pas marré. Très cordial. Il fait nimbe sur le court. Il bouge pas ses jambes. Il vise son coach qui a 20 mètres en sans une balle. Ça, c'était fou. Aussi, un autre moment, c'est à Roland, en sparring avec Roger. Il a une demi-heure de retard. Je stresse.
Il y a plein de monde sur le cours. Je demande aux gens pour compter sur le cours. Non, bah rien, on déjeune, il est midi, et voilà. Ah, donc vous savez pas qui joue après? Non, pas du tout. Ok, donc je dis rien. Une demi-heure de retard, le Roger. Arthur est dans les tribunes. Roger arrive, c'est le feu, je suis en stress complet. On fait un spécial, on joue au milieu, dans les diags, service retour, fini. Ça dure 35 minutes maximum l'entraînement. Le lendemain, courbature incroyable alors qu'on n'a pas bougé. Et Roger, bon, bah, il tente 2-3 amortis, amortis un peu foireuse, tout le monde l'applaudit, tout le monde fait des oh, incroyables et tout. Et moi, à un moment, je suis à la volée et je tente une volée rétro qui est pas si mal touchée que ça. Et là, tu as Arthur qui lance un Julo, Julo, et tu as tout le public, mais incroyable, qui sort Julo, Julo, alors que il y avait juste Roger en face. Et ça, c'était vraiment ouf, quoi. Énorme. Le bourg était rempli, t'es plein. C'était fou. Et avec Novak, une anecdote? Avec Novak, ouais. Mais on a des mauvaises anecdotes sur Novak. Ah merde, parfait. Ouais. Balance. Pas fan du tout de Novak. Ah. Pour le coup, non. Premier entraînement avec lui, j'ai pas du tout kiffé. McEnroe sur le cours, Boris Becker sur le cours, Djokovic sur le cours, Jules Marie sur le cours. Donc là, je suis en stress complet. Julo. Voilà, il n'y a pas eu de julo du tout. Parce que là, Novak, c'est le masque. Il te parle pas de l'entraînement. Il passe par son coach pour te parler. J'ai pas tout kiffé. Tu mets une balle à 1m50 de lui, il va pas. Il te fait comprendre que faut être plus précis. Tu fais des trucs précis à faire. Faut jouer en revers long de ligne sur son coup droit, mais il t'envoie des trucs à plat, fort. T'es pas si précis que ça parce que déjà tu stresses, c'est horrible. Ouais. Tu sens que tu saoules. Un an après, sparring, Djokovic. Pareil. Et là, il y a une balle presque au filet de mon côté dans le couloir. Il fait un geste du doigt pour que quelqu'un enlève la balle, qui ne le dérange absolument pas. Personne ne le voit forcément. Là, il siffle son staff pour qu'un mec aille enlever la balle. Derrière, j'envoie la balle, il l'envoie à 30 mètres en hauteur et il me dit c'est mon coach qui envoie la balle. Ok, Novak. Son coach envoie la balle, je renvoie la balle, il envoie la balle en pleine force dans la bâche à 2 mètres de lui. Son coach a failli la prendre. On ne sait pas pourquoi. Très, très compliqué de jouer avec Novak. Tu es sur un fil tout le temps. Tu ne sais pas ce qui peut se passer. C'est incroyable. C'est pas ce qui peut se passer. C'est horrible. Ouais. Je déteste. Particulier. Vu que je joue pas si mal que ça, son coach a adoré. Il m'a demandé de jouer encore 3 fois les 3 autres jours, quoi. J'avais pas du tout envie. Mais t'as dit oui. Ah, j'ai dit oui. Ah, j'ai pas envie de dire non, mais j'avais pas du tout envie. Ouais. Et Rafa? Jamais joué avec Rafa. C'est le seul. Ah, je suis défait. Qu'est-ce que tu penses de Daniel, nouveau numéro 1? Fou. Alors, pour le coup, j'ai eu aussi une anecdote, c'est que j'ai joué avec lui en match par équipe en France, à Maison Lafitte en 2010-2011, il me semble. Il était numéro 4 de l'équipe, dernier de l'équipe, il était 1200e mondial, il commençait les futurs. C'est ça. Il commençait les futurs, j'ai joué en double avec lui une fois, je me suis entraîné avec lui. Technique pas esthétique, pas ce qu'on apprend dans l'école de tennis. Mais voilà, il servait plus fort en seconde balle qu'en première. Notre président, il disait, mais Daniel, mais là-dedans, quoi. Il s'en foutait complet, il envoyait que sa gauche en service. Et c'est juste fou de se dire que j'ai joué avec ce mec-là, il est numéro 1 mondial, c'est le nouveau numéro 1 mondial, alors qu'il n'y a eu que 4 depuis 20 ans. Ouais, c'est hallucinant. C'est fou, donc incroyable, quoi. Donc là, prochain tournoi au Portugal, c'est ça? Ça veut dire que les vidéos seront diffusées au fur et à mesure là-bas, ou vous attendez d'avoir du stock? Comment ça marche? Non, on va essayer d'envoyer quand même, d'être rapide, quoi. Je pense qu'on va essayer d'être rapide, mais toujours d'être régulier, quoi. Tous les 2-3 jours, quoi. Comment ça va la rééduque, là? Nickel. Je fais kiné, massage, renforcement. J'ai rejoué, bien sûr. Ouais. Ça va, nickel. Bon, génial. Ouais. Eh ben, écoute, un grand merci d'avoir pris le temps. Merci à toi. C'est vraiment de l'extérieur. On peut pas dire qu'on est concurrent ou quoi. On a 2 positionnements différents. C'est très cool de vous suivre et ça fait plaisir de mettre en lumière votre projet parce que c'est gentil, merci. Franchement, c'est beau, c'est courageux. Gentil. Et nous aussi, on vous suit sur tous les réseaux. J'ai même vu que vous aviez TikTok. Je me suis lancé il y a 3 semaines dessus. C'est des machines, les gars. Tu rigoles pas. On s'est lancé là-dessus. Nous aussi, on kiffe vous voir évoluer. Vous êtes vraiment très bons. On adore ce que vous faites. Et donc, continuez comme ça. Belle légende. Cool. Allez, Julien, on lâche rien. Allez, on va essayer.
Et à la prochaine. Peut-être Ouais. on se fera un débrief, épisode débrief après la qualif de Roland quand tes parents, ton Putain. frère, tes jambes et tes bras seront épargnés par ce pari Mais hasardeux que tu viens de prendre. carrément, clairement. Allez, à très vite Ça et marche. la bise Salut, à Max. Arthur. Ouais, jeudi. Salut, Ciao. salut. Salut. Merci d'avoir suivi cet épisode avec Jules Marie jusqu'au bout. Allez lui dire un petit mot sur Insta, ça lui fera plaisir, j'en suis sûr. Mets-nous 5 étoiles et un commentaire sympa sur Apple Podcast. J'adore te lire chaque semaine et ça permet de mieux référencer notre travail, donc de le faire connaître à d'autres personnes. Tu l'as compris, ton commentaire a une grande utilité pour nous, donc prends ta plus belle plume et donne tout. Mets-nous aussi un like si tu es sur YouTube ou une note sur Spotify. Merci aux dernières personnes qui ont pris le temps de le faire, Titoff et Momo Lusien qui nous écrit « Beau travail ». Bravo Max pour nous permettre d'en connaître plus sur les joueurs, les entraîneurs. Tu arrives à mettre en confiance les invités et on sent qu'ils se livrent. Un grand bravo pour ton travail, hâte d'écouter les prochains. Merci beaucoup d'avoir pris le temps et vraiment, fais-en de même. À chaque fois, je me régale de vous lire. Récupère le bonus gratuit de l'épisode, c'est le conseil coaching numéro 1 de Jules Marie pour s'engouffrer sur le point faible de l'adversaire et rentrer progressivement dans sa tête. C'est un précieux conseil stratégique, reçois-le en t'inscrivant à notre newsletter et je t'enverrai également le conseil coaching numéro 1 des précédents invités du podcast. C'est cadeau, ça me fait plaisir, c'est le premier lien en description de l'épisode juste en dessous. Tu as accès à notre 13e masterclass avec Alain Cassaigne, un des premiers joueurs négatifs français, entraîneur depuis toujours, qui a traduit la Bible du tennis, le best-seller vendu à plus de 2 millions d'exemplaires et réédité 14 fois de In a Game of Tennis. Victime de son succès, le livre est épuisé en français et hélas non réédité. Même notre expert n'a plus d'exemplaires en rab, mais j'ai trouvé la solution. J'ai fait plancher Alain pendant plus d'1h30 sur les clés fondamentales de cet ouvrage, référence pour vous les rendre accessibles sur le court, sous pression et mieux jouer en match. Et on a un double avantage, Alain se sert de ces clés dans son coaching. Il sait qu'elles marchent en les transmettant dès le plus jeune âge jusqu'à ses partenaires de match par équipe actuels. Cette masterclass va te permettre, entre autres, d'analyser ce qui se passe dans la tête de tes adversaires. Ce n'est pas une recette miracle ni une méthode clé en main, on ne dit pas comment faire un coup droit ni un revers. En revanche, tu vas apprendre à être réellement concentré et relâché pour jouer ton meilleur tennis sous pression et être par ailleurs beaucoup plus précis dans tes zones. On te transmet également la méthode ultra efficace pour ne plus rater bêtement et ce dès l'échauffement. On enchaîne avec un puissant hack mental pour devenir régulier au service. On vous livre une astuce pour réduire au maximum la panique en match. On vous expose la clé pour accéder à l'état de grâce qui se produit 1 ou 2 fois maximum par saison. Généralement avec 4 matchs dans les jambes, quand on sent la balle comme jamais. Alain analyse pour nous les mécanismes qui se sont mis en place lors de ces matchs où il a lui-même marché sur l'eau et sur son adversaire pour nous permettre d'en faire de même. En prime de ce nouveau cours, tu as pléthore de stratégies de jeu de la part de notre expert qui enseigne donc depuis plus de 50 ans le tennis et qui est passionné comme à la première heure. Tu vas voir, c'est incroyable à vivre et à ressentir. Pour un aperçu de ce nouveau cours, tu as la bande-annonce qui est en 2e lien en description de l'épisode ainsi que toutes les infos sur nos masterclass. Tu as une offre pour t'abonner en description de l'épisode pour recevoir un nouveau cours tous les 15 jours. Et si tu veux avoir accès à une seule masterclass en particulier, c'est aussi possible. On en est à la 13e, les 12 précédentes sont listées en bas de la page en description. Et si tu as la moindre question, n'hésite surtout pas, écris-moi à max@tennislegende.fr. J'évite au maximum le blabla, les masterclass ne sont pas des épisodes de podcast, je le rappelle, c'est un condensé d'expertise sur un sujet donné. Si ta carrière est derrière toi mais que tu veux quand même mettre ta pierre à l'édifice, n'hésite plus une seule seconde et par avance un immense merci de nous soutenir sur la plateforme Tipeee. Ça fait une grosse diff et pour rendre ce projet pérenne, tu peux le faire à hauteur d'un café par mois ou plus si le cœur t'en dit. Tu as le lien en description, facile à trouver, ou en tapant Tipeee, T-I-P-E-E-E, donc avec 3 E, suivi de Tennis Légende dans Google et fonce. Je réfléchis à organiser un premier stage de légende sur la côte basque ou ailleurs pour les beaux jours avec un coach de renom pour progresser sur le terrain, mais aussi des intervenants de haute voltige pour mieux gérer la récupération, la nutrition, la préparation physique, la respiration, l'aspect mental et j'en passe. Il y aura une 15aine de places, plus ou moins. Si tu es intéressé, j'ai créé un sondage pour mieux comprendre ce qui te plairait. Il est en lien dans la description de l'épisode, il prend 2 minutes à remplir, ça m'aiderait énormément et me permettrait de t'envoyer les infos dès que ça sera en place. Et si tu ne trouves pas le lien dans la description, tu peux m'envoyer tes idées ou ton intérêt également par mail à max@tennislegende.fr. Pense au bouche à oreille, encore et toujours ce bouche à oreille, c'est un travail de tous les jours. Abonne tes potes et relance-les chaque semaine, ne lâche rien de ce côté-là, la survie du podcast en dépend. Et la mienne aussi, et donc la tienne. Bref, t'as compris.
Enfin, si tu as des idées de partenariat ou autre, n'hésite pas à m'en faire part sur LinkedIn à Max Zamora ZAMORA ou sur Insta à Max_Zamora_TL. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être encore là. Tu es vraiment une légende. Il n'y a plus aucun doute. Merci pour les bonnes ondes. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao.